Bonjour à toutes et à tous. L'équipe des Lundis Dance à Paris est très heureuse de vous accueillir pour cette troisième et déjà dernière conférence de notre premier cycle annuel. Ces dernières semaines, nous avons reçu Aurélien Bigot et Serge Zaka, qui nous ont partagé leurs connaissances respectivement dans les domaines des mobilités et de l'agroclimatologie. Aujourd'hui, c'est le concept central pour nos sociétés d'énergie qui va nous intéresser. Et pour en parler, nous avons la chance de recevoir Maxence Cordier. Monsieur Cordier, vous êtes ingénieur diplômé de chimie ParisTech et aujourd'hui professeur, notamment aux Mines de Paris, à HEC ou à l'ESPCI, où vous enseignez les enjeux liés aux grandes questions énergétiques et climatiques. Vous travaillez au CEA, à la direction des affaires européennes, et avez également publié un livre intitulé « Énergie fake or not » aux éditions Tana. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est « Crise énergétique, où va-t-on » Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Maxence Cordier. Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez des révisions de partiels en ce moment, donc merci déjà d'être là et puis je vais essayer de ne pas perdre votre temps. On va essayer de voir pas mal de choses. Du coup, là, l'idée de la présentation aujourd'hui, ça va être de parler un peu de la situation énergétique actuelle et vers quoi on se dirige et comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre système énergétique. Donc, dans un premier temps, j'aborderai la question du rôle de l'énergie. En gros, qu'est-ce que l'énergie, à quoi ça nous a donné accès dans nos sociétés. J'aborderai ensuite la question de la double contrainte carbone. Dans une troisième partie, on parlera de la crise de l'énergie qu'on a connue ces 2 dernières années. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ces enjeux? Alors tout d'abord, sur le rôle de l'énergie, j'aimerais que vous vous plongiez dans le passé et que vous mesuriez à quel point nos modes de vie ont pu évoluer, en particulier depuis 2 siècles. Quand vous vouliez aller d'un point A à un point B, avant la révolution industrielle, vous y alliez à pied, éventuellement à cheval. Si c'était loin, vous aviez des relais de poste pour changer de cheval. Mais la plupart des gens naissaient, vivaient, mouraient au même endroit et ne s'éloignaient pas de plus de quelques dizaines de kilomètres au plus de leur lieu de naissance. Pareil sur les bâtiments, le niveau de confort des bâtiments actuels est finalement extrêmement récent. La température de confort en hiver à l'intérieur d'un bâtiment en période pré-industrielle, c'était 13 degrés. Je ne sais pas si beaucoup de monde aujourd'hui se chauffe volontairement à 13 degrés. Et ça, c'est valable dans tous les aspects de nos vies. L'espérance de vie a augmenté, les moyens de se faire la guerre ont changé. On ne se tape plus dessus avec des objets contondants. Maintenant, on a des armements extrêmement perfectionnés. Et en fait, toutes ces évolutions-là découlent d'une évolution énergétique. Si on revient à la définition de l'énergie en physique, l'énergie, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Donc dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, vous avez des transferts énergétiques. L'énergie, vous pouvez la trouver sous différentes formes. Vous avez l'énergie mécanique qui va quantifier du mouvement, l'énergie thermique, c'est de la chaleur, l'énergie chimique qui lie les atomes dans les molécules, l'énergie nucléaire qui assure la cohésion des noyaux des atomes, et l'énergie électromagnétique, c'est le rayonnement du soleil, l'électricité, etc. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. Admettons que vous vouliez faire, je ne sais pas, n'importe quoi, une chaise par exemple en bois, vous allez aller dans une forêt, vous allez couper un arbre, vous allez transporter l'arbre jusqu'à votre atelier, vous allez le débiter en planches, vous allez faire une chaise. Si vous avez fait tout ça avec vos bras, ça va vous prendre un certain temps, probablement plusieurs jours, voire plus. À la fin, la chaise elle aura une vraie valeur parce que vous y aurez passé un certain temps et vous allez l'utiliser toute votre vie, vous allez la transmettre à vos descendants et cette chaise aura une grande valeur. Si maintenant, vous avez fait ça avec des engins à pétrole, que vous coupez les arbres à toute vitesse, que vous avez un semi-remorque pour pouvoir le transporter, que vous avez une usine de production de chaises, vous allez en faire beaucoup plus et la valeur de la chaise diminuera. En fait, c'est ce qui s'est passé pendant l'essentiel de notre histoire. Notre capacité à transformer notre environnement, c'est-à-dire les matières premières pour produire des biens et des services, était limitée par le nombre d'heures qu'on avait dans une journée. Même si vous avez beaucoup de bœufs, par exemple, vous n'allez pas pouvoir gérer un nombre illimité de bœufs pour pouvoir cultiver un champ. Au tournant des années 1000, on commençait à se développer de façon très significative des moulins à vent et à eau en Europe, ce qui a permis de libérer des bras, notamment dans l'agriculture. Ça a permis aux villes de grandir, à l'artisanat de se développer, aux conditions de vie de s'améliorer, mais ça restait très limité. Et ce qui a vraiment déclenché les choses, ça a été
le développement au 19e siècle d'une machine inventée au 18e qui est la machine à vapeur. Fondamentalement, la machine à vapeur permet de convertir de l'énergie thermique abondante en énergie mécanique qui était limitée. Et là, ça a été le début d'une grande aventure. Ici, vous voyez l'évolution de la consommation mondiale d'énergie depuis le 19e siècle. Vous voyez qu'au 19e, on utilisait surtout de la biomasse pour faire la cuisine et un petit peu se chauffer. À partir du 20e siècle, du 19e siècle, pardon, on utilise de plus en plus de combustibles fossiles dans des machines à vapeur pour produire des biens et des services. Alors au 19e siècle, c'est le charbon dans des machines à vapeur lubrifiées au pétrole. Au début du 20e siècle, avec les guerres mondiales, c'est le pétrole. L'un des gros apports de Churchill, First Lord of the Admiralty, pendant la Première Guerre mondiale, c'est de passer la Royal Navy du charbon au pétrole, parce que le pétrole, c'est plus dense énergétiquement, c'est liquide, ça donne un avantage militaire à la marine britannique. Donc, avec le développement de l'aviation et la conversion des marines du charbon au pétrole, le pétrole devient l'énergie reine des transports au début 20e. Avec les chocs pétroliers, le pétrole commence à coûter cher, donc là on se dit ce serait bien d'utiliser une source d'énergie qu'on connaissait mais qu'on utilisait peu avant, qui est le gaz naturel. D'ailleurs, qui dans l'assistance sait pourquoi on appelle le gaz naturel naturel? À force de raconter l'anecdote, il y a bien quelqu'un qui va finir par le dire. Vas-y. Ouais, c'est ça. En fait, le gaz qu'on utilisait pour éclairer les villes au 19e siècle, c'était pas du gaz naturel. C'était du gaz manufacturé ou gaz de ville. C'était du gaz de synthèse produit à partir de charbon. Si vous vous demandez pourquoi il y a un parc qui ressemble pas à grand chose dans le nord-est de Paris, parc de la Villette, c'est parce qu'à l'origine, c'était pas un parc. C'était pas un jardin à la française. C'était une grosse usine gazogène. Les trains arrivaient chargés de charbon. Le charbon était converti en gaz à ce niveau-là, injecté sur le réseau de Paris. Ça permettait d'éclairer la ville de Paris. Parce que c'était beaucoup plus facile de transporter du charbon que du gaz. Et quand on a commencé à utiliser du gaz qu'on n'avait pas besoin de synthétiser, du gaz qu'on extrayait du sol, naturellement on l'appelait gaz naturel. Ça ne veut pas dire qu'il est moins fossile ou meilleur pour l'environnement que les autres sources d'énergie fossile, c'est juste que ça permettait de le différencier du gaz de synthèse qu'on utilisait avant. Donc à partir des années 70, on commence à utiliser de façon beaucoup plus significative le gaz. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vu que le gaz est difficile à transporter, a besoin d'infrastructures qui coûtent cher pour le transporter, quand on a commencé à investir là-dedans, on s'est dit, bon, il faut se mettre dans une situation où on est sûr que ces infrastructures seront utilisées même si le prix du pétrole redescend. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a indexé les contrats long terme d'approvisionnement en gaz sur le prix du pétrole, de manière à ce que le kilowattheure de gaz soit toujours inférieur au kilowattheure de pétrole. Et ça permettait d'être sûr que, quelle que soit l'évolution du prix du pétrole, par définition, en fait, le prix du gaz dans les contrats de long terme était inférieur, donc on avait toujours un intérêt à utiliser du gaz en priorité par rapport au pétrole et ainsi soulager les marchés pétroliers. Je le dis parce que j'en reparlerai peut-être après, au moment de la crise du gaz. Tout courant 20e, on développe l'hydroélectricité. Je sais pas si... Oui, en fait, je pointe sur le truc, mais vous voyez pas mon pointeur. L'hydroélectricité. À partir des années 70, on développe aussi un peu le nucléaire et les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez là. Mais en gros, 80% de l'énergie qu'on consomme au niveau mondial, 60% en France, ce sont des combustibles fossiles. Au niveau mondial, pétrole en tête, charbon ensuite, gaz ensuite. Alors tout ça, ça a sculpté vraiment le monde qu'on connaît. C'est évidemment notre pouvoir d'achat. Si on peut acheter autant de choses avec une telle diversité d'offres, en fait, c'est parce que ce sont des machines qui produisent pour nous. Et finalement, l'être humain, aujourd'hui, se contente de concevoir les machines et d'exploiter les machines. Mais toute la force brute est fournie par des machines alimentées essentiellement par des combustibles fossiles. C'est aussi cette abondance énergétique, tout un tas d'acquis sociaux qui sont permis par le fait qu'on vit beaucoup mieux. Ce sont aussi des progrès sanitaires avec un accès à des systèmes de soins beaucoup plus performants, etc. etc. Alors, se pose la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait changer ce système qui nous était aussi favorable ? Deux principales raisons à ça, on pourrait en citer d'autres, mais on va simplifier, c'est la double contrainte carbone. Le premier, vous l'avez tous en tête, surtout après avoir entendu Serge Jacquin en parler beaucoup mieux que ce que je vais faire, c'est le changement climatique.
Le changement climatique, je vais passer assez vite là-dessus parce que, étant étudiant à l'ENSTA, j'espère que vous êtes tous au fait de ce que c'est. C'est un renforcement de l'effet de serre. Donc, la surface de la Terre est réchauffée par les rayons du Soleil. Cette énergie va être dissipée vers l'univers sous forme de rayonnement infrarouge. Si on n'avait pas d'atmosphère, toute cette énergie se dissiperait dans l'univers. La température à la surface de la Terre serait de -18, -19 degrés. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. L'histoire s'arrêterait là. Heureusement pour nous, il y a certains gaz dans l'atmosphère, vapeur d'eau, CO2, méthane, oxyde d'azote, etc., qui ont la capacité d'absorber ces rayonnements infrarouges, de les réémettre dans toutes les directions, y compris vers le sol. Et ça va piéger une partie de cette énergie. Et la température moyenne à la surface de la Terre se trouve être de plus 15 degrés, ce qui est propice à la vie. L'eau est un état liquide. Le problème, c'est que si on a une accumulation de certains gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on va renforcer cet effet de serre. Il va y avoir plus d'énergie qui va être stockée dans l'atmosphère et ça va entraîner tout un tas de conséquences. Des variations de précipitations, plus de précipitations à certains endroits et moins à d'autres. Donc des variations des rendements agricoles. Vu que les phénomènes météorologiques violents, fondamentalement, ont pour raison physique de rééquilibrer des déséquilibres énergétiques. Un ouragan, une tornade, etc. Si vous mettez plus d'énergie dans l'atmosphère, il y a plus d'énergie à rééquilibrer. Donc les événements météorologiques violents deviennent plus violents, donc plus destructeurs. Ça va aussi entraîner une fonte des glaces. Et alors là, je ne vous ai pas mis la diapo, mais si on regarde par exemple au maximum de la dernière ère glaciaire, il y a 22 000 ans, donc 6-7 degrés inférieur à la température pré-industrielle, le niveau des mers était 120 mètres au-dessous de ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y avait 3 km de glace à des latitudes qui correspondent au Royaume-Uni. Donc en fait, les variations d'épaisseur de glace jouent de façon significative sur le niveau des mers. Donc, alors je vous ai dit que la vapeur d'eau c'était un gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ou peu? Ouais. Ouais, voilà. En fait, il n'y a pas d'accumulation liée aux émissions humaines de vapeur d'eau. La concentration en vapeur d'eau est contrôlée par la température. Si la température augmente, il y a évaporation. Si la température diminue, il y a précipitation. Et donc, par contre, la vapeur d'eau a un effet de renforcement du réchauffement climatique. Le climat se réchauffe sous l'effet du CO2, du méthane. Donc, l'atmosphère plus chaude va pouvoir contenir davantage de vapeur d'eau, qui a un effet de renforcement sur l'effet de serre. Alors évidemment, les climats ont évolué par le passé, et puis la concentration en CO2 dans l'atmosphère aussi. Ici, vous voyez l'évolution de la concentration en CO2 ces 800 000 dernières années. Vous voyez aussi que, à la fois en termes d'amplitude et de vitesse d'évolution, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut constater ces dernières décennies. Et si on regarde l'origine des émissions de gaz à effet de serre, en gros, les 3/4 viennent du secteur de l'énergie via les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, on déstocke du carbone qui a été stocké il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, et on le met dans l'atmosphère où il va participer au cycle du carbone. D'ailleurs, élément de vocabulaire, parce que même parmi les ingénieurs, on voit pas mal d'erreurs là-dessus, combustible fossile, ça ne veut pas dire qui est épuisable. Combustible fossile, ça veut dire qui est issu du vivant. Donc ce sont des matières carbonées qui sont issues du vivant, de fougères, de plancton, etc. Et selon la longueur des chaînes carbonées, vous allez passer pour les chaînes les plus courtes à des ressources gazeuses jusqu'à des ressources solides pour les chaînes les plus longues, de la tourbe, du charbon, du lignite, etc. Avec le pétrole entre les deux. L'uranium, ce n'est pas un combustible fossile, c'est un métal. Les métaux, ce ne sont pas des combustibles fossiles. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas épuisable. Tout est épuisable sur Terre, mais fossile n'est pas synonyme d'épuisable. Un point de vocabulaire qui est quand même important. Dans les autres sources de combustibles fossiles, vous avez la déforestation, les émissions de méthane par biomasse immergée, donc les rizières, les décharges à ciel ouvert. Vous avez aussi la production de ciment et certaines industries. Le réchauffement climatique, bon, ce n'est pas une perspective futuriste, on le constate d'ores et déjà. Par rapport à la période pré-industrielle, on est déjà pris 1,1 degré environ. Et si vous regardez le graphique de droite, issu du dernier rapport du GIEC, vous voyez trois courbes. En noir, c'est l'évolution observée des températures. Et vous avez deux simulations.
Une en verte si vous ne prenez en compte que la variation des paramètres naturels, donc l'évolution de l'activité solaire et volcanique. Et vous voyez que si vous ne prenez que ça en compte, il n'y a pas de réchauffement climatique. Si par contre vous mettez dans votre modèle les gaz à effet de serre émis par l'humanité, vous voyez que la modélisation colle très bien à l'observé. Ça veut dire deux choses, c'est que le réchauffement climatique est lié aux émissions de gaz à effet de serre, et ces émissions de gaz à effet de serre étant d'origine anthropique, le réchauffement climatique est aussi d'origine anthropique. Donc ça, le réchauffement climatique, on en parle beaucoup. Il y a un autre paramètre qui nous oblige à faire évoluer notre système énergétique, c'est l'épuisement des combustibles fossiles. Quand je parle d'épuisement des combustibles fossiles, ce n'est pas une perspective hypothétique et future, c'est quelque chose qu'on connaît, hein, qui est observé depuis longtemps. Si on regarde par exemple l'historique pétrolier du Royaume-Uni, ici en orange vous avez les extractions pétrolières du Royaume-Uni, passées par un premier maximum dans les années 80. Ils ont réinvesti, ils ont réussi à faire recroître un peu leurs extractions, passer par leur pic principal dans les années 2000 et ensuite déclin ultime. Pareil pour la Norvège, pic au début des années 2000 puis déclin. En fait, ça c'est le déclin de la mer du Nord. Pareil aussi pour l'Algérie. D'ailleurs, pour l'anecdote, si l'Algérie s'en est mieux sortie que d'autres pays de la région en termes de stabilité politique au moment des printemps arabes, c'est notamment de ce fait-là. C'est-à-dire que dans le courant des années 2000, il y a eu plusieurs sécheresses à répétition, des stress au niveau de l'approvisionnement en céréales. Donc les pays importateurs de céréales ont dû payer plus cher pour leurs importations. Si vous prenez un pays comme l'Égypte, dont une bonne partie du PIB vient du tourisme, plus crise de 2008, moins de revenus liés au tourisme, donc plus de dépenses, moins de revenus, ça a favorisé les instabilités. L'Algérie, c'est un pays exportateur de pétrole. En 2008, c'est le moment où dans leur histoire, ils exportent le plus de pétrole, à un moment en plus où le pétrole est extrêmement cher. Donc, conjoncture favorable, c'est hasard favorable pour eux. En fait, au moment où ils avaient le plus besoin d'argent pour importer des céréales, c'est le moment où ils avaient le plus de revenus liés à ça. Le problème de ça, c'est pas que les combustibles fossiles soient limités. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout est limité sur Terre, le fer, le titane, le tungstène, l'uranium, le magnésium, le bois, les poissons, ce que vous voulez. Le problème, c'est que ce soit limitant. Le fer, par exemple, c'est l'un des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre, ce sera jamais limitant de notre activité. Par contre, l'énergie qui alimente les machines, qui nous permettent de transformer l'environnement, entre guillemets les matières premières, en biens et en services, c'est sur le chemin critique de nos activités, et en particulier le pétrole, qui est la première source d'énergie utilisée au niveau mondial et qui alimente plus de 90% des transports. Si vous voulez extraire du pétrole, il faut le découvrir d'abord. Ici, vous avez les découvertes de pétrole dits conventionnels au niveau mondial. Alors, point de vocabulaire, s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, hein, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que je parle un peu vite. Bon, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, surtout, n'hésitez pas. Le pétrole conventionnel, c'est du pétrole qui est piégé dans une roche réservoir suffisamment perméable pour qu'il puisse circuler. Donc, du fait de la pression interne du gisement, parce que vous avez aussi du gaz dans les gisements de pétrole, quand vous forez, le pétrole, il remonte tout seul. Vous avez aussi des pétroles dits non conventionnels, c'est ceux qui ne se présentent pas sous cette forme-là. Donc par exemple, des pétroles qui sont dans des roches insuffisamment perméables pour qu'ils puissent circuler. Donc si vous forez, il ne se passe rien. Si vous voulez récupérer le pétrole, il va falloir fracturer la roche avec de l'eau sous pression, maintenir la roche ouverte avec du sable, et pas n'importe quel sable, hein, il faut des propriétés spécifiques, et fluidifier le pétrole avec des solvants. Ce sont les pétroles de réservoir compact américains, improprement appelés pétrole de schiste. La différence avec du pétrole conventionnel, c'est que déjà, dans le pétrole conventionnel, vous n'avez pas besoin de fracturer la roche, et les puits s'épuisent beaucoup plus vite dans le réservoir compact. Là où vous allez perdre entre 4 et 6% de production tous les ans dans des puits conventionnels, du pétrole de réservoir compact, vous pouvez perdre jusqu'à 70% de la production au bout d'un an. Vous passez au maximum de production au bout d'un mois et vous perdez jusqu'à 70% au bout d'un an. Donc si vous voulez maintenir une production dans le schiste, il faut sans cesse forer. Or là, je vais vous avouer un truc absolument incroyable. Ce qui coûte cher dans le pétrole, c'est pas d'être assis à côté d'un puits en fonctionnement, c'est de forer. Donc c'est aussi l'une des difficultés du
avec les pétroles de schiste. Vous avez aussi dans les non conventionnels des choses qui ne sont pas des pétroles, mais que vous pouvez transformer en pétrole, notamment les sables bitumineux canadiens. Alors là, ce n'est pas du pétrole, c'est du bitume. Concrètement, à l'aspect, ça ressemble un peu à une marée noire. Vous avez du mélange de sable et de bitume. Vous séparez ça à la vapeur. Ensuite, soit vous mélangez le bitume à des coupes pétrolières très légères pour faire un mélange un mélange intermédiaire, soit vous pouvez faire du pétrole de synthèse en hydrogénant votre bitume. Donc vous allez casser les chaînes carbonées pour les raccourcir et pour faire quelque chose de plus liquide. En gros, c'est ce que les Allemands faisaient pendant la guerre à partir de charbon. Les Allemands, ils ont beaucoup de charbon, ils n'avaient pas de pétrole. Donc tout l'enjeu pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils produisaient des carburants de synthèse, liquides et gazeux, à partir de charbon. Et tout l'enjeu auquel ils ont dû faire face, c'était d'essayer de récupérer des approvisionnements pétroliers, parce que le pétrole, quand vous n'avez pas besoin de le synthétiser, déjà, ça vous donne des meilleurs carburants et qui coûtent moins cher. Et donc typiquement, toute l'offensive qui a abouti à la bataille de Stalingrad, c'était pour récupérer les champs pétrolifères de Bakou. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. Par contre, ça demande beaucoup d'énergie de fabriquer des carburants de synthèse à partir de bitume. Et donc, l'énergie que vous pouvez récupérer à partir de ces sources de pétrole est bien plus faible et ça coûte beaucoup plus cher. Alors, fin de l'incise sur les différences conventionnelles et non conventionnelles. Ici, donc, vous voyez qu'on est passé par un maximum de découvertes dans les années 60. Là, le pic ici, c'est le gisement de Rawar en Arabie Saoudite. À partir des années 80, les découvertes deviennent inférieures aux extractions. Alors ça, admettons que vous gagnez 1 000 € par mois, que vous dépensez 2 000 € par mois. Tant que vous avez de l'argent sur le compte, ça passe. Mais à partir d'un moment, ça ne passera plus. Et de fait, dans les années 2000, les extractions de pétrole conventionnelles n'arrivent plus à croître, elles commencent même à décliner. Et donc ça entraîne un envol du prix du pétrole. Entre 2008 et 2014, le prix du baril passe à plus de 100 $. Et c'est ça qui a permis d'aller chercher les pétroles non conventionnels, plus compliqués à aller chercher. Alors, ironie du sort, aujourd'hui, les pétroles de schiste sont plus intéressants que les nouveaux gisements de pétrole conventionnel qu'on va chercher. Les nouveaux gisements de pétrole conventionnel qu'on va chercher sont tellement extrêmes qu'ils sont plus complexes à aller exploiter que les gisements de pétrole de schiste aux États-Unis. Et ça a permis de remettre une pièce dans la machine. Avant de commenter ce graphique un peu austère, juste un point de vocabulaire. Dans l'industrie pétrolière, on utilise assez peu d'unités du système international. L'unité la plus utilisée, c'est une unité de baril qui vient des barils de Pechelbronn en Alsace. Un baril, c'est en gros 159 litres. Et l'unité d'énergie associée, c'est le baril équivalent pétrole qui décrit la quantité d'énergie que vous avez dans un baril de pétrole. Et ça, vu que c'est une unité d'énergie, ça vous permet de mettre côte à côte différentes sources d'énergie. Vous pouvez retenir que le monde, dans son ensemble, consomme chaque année 58 milliards de barils équivalents pétrole et de gaz. Et maintenant, si vous regardez le graphique que vous avez à gauche, vous voyez les découvertes de pétrole et de gaz. Et vous voyez qu'en 2021, on a découvert moins de 5 milliards de barils équivalents pétrole et de gaz. L'année d'avant, 12,5, 16, 10, 12, 8, 20. En fait, même en 2015, où on était encore dans la lancée des investissements massifs qu'il y avait eu dans l'exploration-production de pétrole entre 2008 et 2014, même en 2015, on découvre entre un quart et un tiers de ce qu'on consomme. Donc aujourd'hui, en fait, comment est-ce qu'on arrive à tenir? On vit sur les découvertes passées et sur ce qu'on appelle les liquides de gaz, c'est-à-dire des coupes pétrolières très légères qu'on récupère en même temps qu'on extrait le gaz naturel. Mais on risque de faire face à des tensions dans les années à venir. Alors, pour résumer cette partie, le réchauffement climatique, c'est une menace grave pour une large partie de l'humanité à moyen terme.
À côté de ça, il y a aussi l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels reposent encore largement nos modes de vie. Et quand on regarde les annonces des acteurs du secteur, donc que ce soit Total Energy, le gouvernement saoudien ou l'Agence internationale de l'énergie, en fait, tous disent qu'il y a un risque de déséquilibre offre-demande dans les années à venir parce que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier ne sont pas du tout en phase avec les trajectoires de demande. En fait, si on regarde les derniers rapports annuels de l'AIE, au moins le rapport 2021 et 2022, elle explique que les investissements dans l'amont du secteur du pétrole et du gaz sont en phase avec les trajectoires de neutralité carbone pour ces deux combustibles en 2050, tout en précisant dans le même paragraphe que les trajectoires de demande ne sont pas sur, ne sont pas sur des trajectoires de neutralité carbone. Donc en fait, il y a un écart qui risque de se creuser. Ça nous amène au constat qu'il va falloir organiser une sortie planifiée des hydrocarbures, que ce soit pour le climat ou en anticipation de leur épuisement, parce qu'une sortie planifiée, ce n'est pas la même chose qu'une pénurie. Je vais dire une bêtise, mais si demain vous dites qu'en France ou en Europe, on n'a plus le droit de vendre des véhicules qui consomment plus de 3 litres au 100, vous privez personne de la mobilité. C'est juste que quand quelqu'un va aller chez le concessionnaire pour acheter une voiture et qu'il veut acheter un gros SUV qui consomme 10 litres au 100, il ne peut plus, c'est plus en vente, il est obligé d'acheter une voiture qui consommera moins de 3 litres au 100. Si par contre on se dit non, il est hors de question qu'on fasse des efforts et j'attends de voir ce qui se passe, l'économie elle va se faire de façon forcée par de la pénurie, et je vous donnerai un exemple concret via la crise du gaz dans la prochaine partie. Et ça, globalement, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y a le prix du marché qui augmente, parce que le marché a pour fonction d'arbitrer la rareté. Et donc, si le prix du marché augmente, déjà, les foyers modestes qui doivent faire des kilomètres en voiture pour aller au travail ne peuvent plus faire le plein, donc ne peuvent plus aller au travail. Vous les mettez dans une situation intenable, vous les retrouvez sur les ronds-points. Deuxième conséquence, vous avez tout un tas d'activités économiques qui sont moyennement rentables avec un prix du baril faible. Vous augmentez le prix du baril, elles sont plus rentables, donc elles font faillite. Première économie d'énergie. Faisant faillite, leurs employés se retrouvent au chômage, ils n'ont plus de salaire, ils ne consomment plus. Deuxième économie d'énergie. Donc en gros, le choix qu'on a, c'est entre une sortie planifiée où on réfléchit au cœur des services que nous rendent les combustibles fossiles pour essayer de les préserver en organisant différemment ces services-là, ou de la pénurie, où les foyers et activités économiques les plus fragiles vont disparaître progressivement. Quand je dis les plus fragiles, ça ne veut pas dire les moins utiles. Typiquement, une régie de transport en commun, ce n'est pas rentable généralement. Et pourtant, le service à la société est énorme. Vous prenez l'industrie du luxe, le service à la société, on peut davantage en discuter, mais par contre, quand vous faites plus de 100% de marge sur vos produits, que le prix du baril y double, vous vous en moquez un peu quand vous vendez des produits sur lesquels vous avez de telles marges. Donc attention, ce n'est pas parce qu'une activité économique est peu rentable et très sensible à des augmentations de prix d'énergie que c'est une activité dont on peut considérer qu'elle peut disparaître sans problème. La différence entre les problèmes climatiques et d'épuisement des combustibles fossiles, c'est que vis-à-vis de l'épuisement des combustibles fossiles, même si les autres pays n'agissent pas, il y a un intérêt à une action individuelle. C'est-à-dire que sur le climat, en fait, pour avoir un gain, il faut que tous les pays agissent, et c'est pour ça un peu que tous les pays se regardent en chien de faïence en se disant « j'attends que les autres agissent pour agir moi-même ». Vis-à-vis de l'épuisement des combustibles fossiles, même si les autres n'agissent pas, il y a un intérêt à s'en sevrer. Si on réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, ça veut dire que notre population gardera davantage de services et sera davantage résiliente face aux chocs à venir. Et ça veut dire aussi qu'on peut forcer notre industrie à se positionner sur des secteurs qui seront plus porteurs en cas de crise sur l'énergie. Je vais prendre un exemple. Pendant le premier choc pétrolier, quand le prix du baril a augmenté, l'industrie automobile européenne, qui faisait déjà des plus petits véhicules que l'industrie américaine, parce que les États-Unis avaient à cette époque-là beaucoup de pétrole, a gagné des parts de marché sur l'industrie automobile européenne. Donc là, tout l'enjeu, en fait, ça va être de forcer nos industriels à se positionner non pas sur le crépuscule des marchés d'hier, mais sur l'aube, si vous voulez, des marchés de demain. Ça, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément envie, parce que ce qui se vend aujourd'hui, ce n'est pas de la petite voiture électrique légère, c'est du gros SUV thermique. Mais à un moment, on peut se dire qu'on réglemente au niveau européen pour pousser toute l'industrie
à aller vers ces marchés-là. Et quand les tensions vont émerger sur le pétrole, ce seront des marchés qui seront beaucoup plus résilients. Alors maintenant, parlons de la crise de l'énergie qu'on a connue ces 2 dernières années. C'est avant tout une crise du gaz. Si on regarde l'approvisionnement gazier européen ces dernières décennies, sur ce graphique, vous voyez les extractions gazières en orange. J'ai mis la Norvège dedans, je ne me suis pas limité à l'Union européenne, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus faible. Et la consommation en bleu. Vous voyez plusieurs choses. Déjà, les extractions déclinent depuis une vingtaine d'années, déclin qui s'accélère depuis 2017 avec le début du déclin des extractions norvégiennes. Alors la Norvège devrait stabiliser ses extractions pendant quelques années parce que là, elle a réinvesti massivement dans la production de gaz avec l'envol du prix du gaz depuis 2 ans. Mais d'ici la fin de la décennie, les extractions devraient recommencer à décliner en Norvège. Et de toute façon, la Norvège n'a pas le potentiel de compenser le déclin des extractions européennes. Pourquoi la consommation gazière décline puis augmente en Europe? Plusieurs raisons à ça. Alors déjà 2008, il y a la crise économique, donc il y a des destructions d'activités, donc ça aide à réduire la consommation de gaz. Et comme je vous le disais en début de présentation, les contrats à long terme gaziers étaient indexés sur le prix du pétrole. Comme je vous ai dit un peu plus tard dans la présentation, le prix du pétrole a augmenté entre 2008 et 2014. Donc le prix du gaz a augmenté entre 2008 et 2014. Donc la consommation de gaz a diminué. À ce moment-là, il y a eu le boom des gaz de schiste aux États-Unis et le marché du gaz a été complètement noyé sous les gaz de schiste. Donc on se retrouvait avec des contrats gaziers indexés sur le pétrole qui coûtaient plus cher que ce que le gaz sur les marchés gaziers au spot coûtait. Donc là, l'Union européenne s'est dit ah, mais c'est pas bien, il faudrait revoir nos marchés, nos contrats long terme de gaz. Et donc là, on a décidé de les indexer sur le spot. Ce qui a permis pendant 10 ans de bénéficier de prix très faibles. Par contre, quand le prix du gaz s'est envolé dans les 2 dernières années, là on a été complètement exposé par rapport notamment aux pays asiatiques qui eux ont gardé essentiellement des contrats indexés sur le pétrole. Et donc en fait c'est pour ça que à partir de 2014 vous avez une augmentation du gaz, en plus du fait qu'il restait encore des contrats indexés sur le pétrole et que le pétrole diminue, le prix du pétrole diminue en 2014. Donc en fait tous ces paramètres là font que la consommation de gaz augmente. Et d'ailleurs incidemment, vu que le gaz coûtait pas cher, un certain nombre de pays en Europe ont dit bon vu qu'il coûte pas cher, on va parier dessus et on va dire que c'est compatible avec la neutralité carbone. Là je pense à la Belgique, à l'Allemagne qui déployaient des stratégies énergie renouvelable et gaz. Si on veut importer du gaz, il y a 2 moyens d'importer du gaz. Le gazoduc et le bateau. Le gazoduc, c'est le moyen le plus répandu pour transporter du gaz depuis des pays proches. Quand je dis proche, ça peut être quelques milliers de kilomètres. L'essentiel du gaz importé de Russie l'était par gazoduc. L'essentiel du gaz importé de Norvège l'est par gazoduc. L'avantage pour nous du gazoduc, c'est que ça lie un producteur et un consommateur. Demain, la Norvège ne peut pas dire bon, finalement, j'aime plus la France, je vais vendre mon gaz à la Chine. La Chine, elle n'est pas sur le tuyau. Donc, il y a quand même une contrainte d'infrastructure. Depuis une vingtaine d'années, se développe un autre moyen de transporter le gaz, qui est le GNL, le gaz naturel liquéfié, transporté par bateau. Donc là, vous cryogénisez le gaz à moins 161 degrés, vous le liquéfiez, vous le transportez par navire. Vous mettez à peu près 1 TWh de gaz dans un navire. Ensuite, vous le regazéifiez dans un port et vous l'injectez dans le réseau de gaz. L'avantage, c'est que ça permet d'acheter du gaz à des pays qui étaient sinon inaccessibles, car trop loin. Typiquement, on ne peut pas importer du gaz par gazoduc depuis les États-Unis. C'est beaucoup trop loin. On ne peut pas faire des gazoducs depuis les États-Unis. Par contre, il y a les inconvénients de ces avantages. Quand les États-Unis investissent dans un terminal de liquéfaction, à qui est-ce qu'ils vont vendre leur gaz? Au plus offrant. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, les pays asiatiques, ils ont gardé des contrats gaziers indexés sur le pétrole. Donc pendant les 10 dernières années, ils ont payé leur gaz un peu plus cher que nous. Donc en fait, ils ont raflé tous les contrats à long terme. Donc le GNL qu'on a dû importer pour faire face à la quasi-coupure des livraisons de gaz russes, qui est notamment du GNL russe et américain, en bonne partie ne nous a pas été vendu par les Russes et les Américains, mais par les Chinois, qui avaient acheté ce gaz via des contrats de long terme,
Donc ils ne le payaient pas très cher. Ils ont vu que l'Union européenne, notamment en 2022, était prête à payer le gaz à des prix complètement délirants. Donc en plus, à ce moment-là, la Chine était en politique zéro Covid, donc avec une économie qui était un peu stagnante. Donc elle s'est dit, bon déjà j'ai moins besoin de gaz que prévu, et puis j'ai intérêt à faire tourner un peu plus mes centrales à charbon et à vendre le gaz que j'avais acheté à la Russie et à la Chine à l'Union européenne, parce que je fais une super marge là-dessus. Donc ce que vous voyez sur le graphique de gauche, c'est que jusqu'en 2019, léger déclin des importations depuis la Norvège avec le déclin des extractions norvégiennes, légère augmentation structurelle de la dépendance à la Russie et légère augmentation du GNL dans les approvisionnements gaziers de l'Union européenne. Si on regarde maintenant depuis 2019, gros changement de paysage, avec le fort déclin des livraisons depuis la Russie, et ça j'y reviendrai, remplacé en bonne partie par du GNL. D'ailleurs, le GNL, si on était capable de le faire venir, c'est pas parce que les pays fournisseurs de GNL en ont livré beaucoup plus, parce que les capacités d'exportation de GNL elles sont aussi limitées. C'est parce qu'on l'a aussi piqué à d'autres pays. Alors, il y a des pays qui ont pu compenser avec un surcroît de charbon, etc. Il y a d'autres pays qui ont vécu la crise énergétique d'une manière bien plus violente que nous, comme le Pakistan, par exemple. Si on a eu du GNL, c'est parce que des pays comme le Pakistan n'ont pas pu surenchérir sur nous et donc se sont retrouvés sans gaz, donc avec des coupures de gaz, des coupures d'électricité, ce qui a amené le Pakistan à dire l'an dernier que maintenant ils arrêtaient tous les investissements dans le gaz pour se concentrer sur le charbon parce que le marché gazier devenait trop dangereux du fait du surcroît de demande européenne. Alors voyons maintenant comment la Russie a instrumentalisé le levier du gaz ces dernières années. Si on prend dans l'ordre chronologique, vous voyez, on va commencer en 2019. Donc là, vous avez les livraisons de gaz de la Russie vers l'Union européenne par gazoduc. En vert, vous avez le gazoduc Brotherhood et Soyouz, ce sont les gazoducs ukrainiens. En bleu, vous avez le Nord Stream. En rouge, Yamal, gazoduc qui passe par la Biélorussie. Et en orange, le Turk Stream. Début 2020, confinement, l'activité économique stagne, on a besoin de moins de gaz, on en achète moins à la Russie, nous en vendons moins, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Le temps se passe. Été 2021, l'économie européenne repart. On aimerait importer davantage de gaz de Russie. Et là, la Russie botte en touche. Elle explique qu'elle doit remplir ses stocks de gaz chez elle, qu'elle n'arrive pas à extraire davantage. En septembre 2021, elle fait même du chantage à Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est un gazoduc qui a été construit entre la Russie et l'Allemagne, mais qui n'a jamais été mis en service. Et avec notamment les États-Unis qui faisaient pression pour que ce gazoduc ne soit pas mis en service. La Russie fait du chantage en disant vous voulez plus de gaz, on vous en vendra davantage si vous mettez en service Nord Stream 2. Ce que vous ne voyez pas sur ce graphique aussi, c'est que à l'été 2021, donc il y a un certain nombre de pays, Allemagne, Pays-Bas, République tchèque et Autriche, qui avaient sous-traité leurs stocks nationaux de gaz, la gestion de leurs stocks nationaux de gaz à Gazprom. À l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks. Parce que le gaz, l'avantage du gaz, c'est que c'est une source d'énergie qui est stockable. On importe toute l'année, on stocke l'été pour pouvoir l'utiliser l'hiver. Parce qu'on utilise davantage l'hiver pour se chauffer. En France, c'est Storengy, une filiale d'Engie qui gère les stocks. Il y a certains pays qui se sont dit ce serait intelligent de faire gérer nos stocks domestiques par Gazprom. Pas de chance, à l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks. Pour rappel, l'invasion de l'Ukraine, c'est février 2022. L'été 2021, on n'en est pas encore là. On continue l'évolution. Fin 2021, vous voyez que la Russie réduit encore les livraisons de gaz à l'Union européenne, créant une première crise du gaz. Et vous voyez qu'en février 2022, la Russie rouvre les robinets partiellement du gaz. En fait, ça, c'est le moyen de dire, au moment où ils envahissent l'Ukraine, vous avez vu dans les précédents mois, 1, c'est nous qui tenons le robinet du gaz, 2, on est prêt à l'utiliser. Maintenant, on rouvre le robinet. Si vous n'aidez pas l'Ukraine, vous pourrez avoir accès au gaz. Par contre, si vous aidez l'Ukraine, on est tout à fait prêt à vous couper le gaz. De fait, l'Union européenne a aidé l'Ukraine et la réponse ne s'est pas fait attendre. La Russie a coupé les approvisionnements gaziers, notamment via Nord Stream. Et ça, c'est intervenu avant le sabotage de Nord Stream. Le sabotage de Nord Stream qui intervient en septembre 2022, donc qui n'est même pas sur ce graphique.
Alors, certains pays qui ont fait le choix d'une dépendance durable au gaz, je pense par exemple à l'Allemagne, la stratégie énergétique allemande, c'est sortir en priorité du nucléaire, ils en sont sortis au printemps dernier, sortir à long terme du charbon en 2038 et garder durablement le gaz fossile. Aujourd'hui, ça devient difficile de défendre ça, mais ce qui se dit, c'est bon. Là, effectivement, la Russie déconne un peu en ce moment, mais de toute façon, à un moment, la situation va se stabiliser et la Russie restera un partenaire, enfin, ça reste un pays voisin, et à un moment, on pourra de nouveau importer du gaz. Ce ne sont pas les seuls, hein. Enfin, il y a quand même pas mal de pays qui comptent sur cet approvisionnement gazier. Il faut quand même être prudent parce que ça fait longtemps que la Russie travaille à réduire sa dépendance à l'Europe. La dépendance, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'Europe est dépendante du gaz russe, mais la Russie est dépendante aussi des devises européennes. Donc déjà, il y a eu le projet Force de Sibérie que vous voyez en orange qui vise à développer les champs gaziers de Sibérie orientale pour servir la Chine. Alors ça, ce ne sont pas des champs gaziers qui peuvent servir l'Europe, mais ça fait une source de revenus en plus. Et là, la Russie accélère sur le projet Force de Sibérie 2, deuxième gazoduc, alors qui, s'y voit le jour, nécessitera quand même une dizaine d'années pour voir le jour, mais qui permettrait de connecter les champs de l'Ouest à la Chine. Parce qu'aujourd'hui, le gaz que la Russie ne nous vend pas, pour l'essentiel, elle ne peut pas le vendre à d'autres pays parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Donc ce gaz, il est torché en sortie de puits, brûlé, si vous voulez. Elle ne peut pas le vendre à la Chine. Si Force de Sibérie 2 voit le jour, ça permettra de rerouter jusqu'à un tiers du gaz qui est vendu à l'Union européenne vers la Chine. Et donc ça permettra à la Russie d'utiliser encore plus facilement le levier du gaz en choisissant à qui elle le vend, avec moins de conséquences financières pour elle. Alors la coupure des approvisionnements gaziers en 2022, qu'est-ce que ça a fait? Ça a entraîné un envol du prix du gaz, passé de 20-30 euros le mégawattheure avant la crise à même plus de 300 euros le mégawattheure. Ouais, ma diapo date un peu, c'est pas aujourd'hui, maintenant il est bien redescendu, au pire de la crise. Ça a entraîné un certain nombre de conséquences, des faillites industrielles, une augmentation de la précarité énergétique. Alors plus dans certains pays européens que la France, parce qu'en France, il y a eu des politiques de bouclier tarifaire très poussées. Il y a d'autres pays où ça a été moins le cas. Une inflation, et ça va entraîner des conséquences en chaîne. Typiquement, comment est-ce que vous fabriquez de l'engrais? L'engrais, vous fabriquez ça à partir d'ammoniac. L'ammoniac, vous fabriquez ça à partir d'hydrogène. Et l'hydrogène, vous fabriquez ça à partir de gaz fossile par vapeur et formage de méthane. Si le prix du gaz augmente, le prix de l'hydrogène, donc de l'ammoniac, donc de l'engrais, augmente. Donc des céréales. En plus du fait que l'Ukraine, c'est un gros producteur de céréales et qu'en ce moment, ils en produisent quand même moins. Donc ça va entraîner des tensions alimentaires dans certains pays, pas en Europe, mais ailleurs. Donc on peut s'attendre à des conséquences sécuritaires. Si vous regardez le prix des matériaux d'isolation, les métaux pour faire des turbines éoliennes, des batteries, etc., tous ces métaux-là et le prix des composants qui diminuait avant la crise a augmenté avec la crise parce que le prix des matériaux augmente. Donc en fait, ça veut dire aussi que décarboner avec des combustibles fossiles qui coûtent cher coûtera plus cher que décarboner avec des combustibles fossiles qui coûtent pas cher. Alors c'est là que c'est un peu piégeux parce que plus les combustibles fossiles coûtent cher, plus on a une incitation à décarboner. Mais moins, avec un budget donné, on peut faire de choses. Par contre, quand les combustibles fossiles coûtent pas cher, on a moins d'incitation à décarboner. Par contre, à budget donné, on peut faire bien plus de trucs. Et c'est là qu'il faut être intelligent et qu'il faut essayer d'anticiper. Quand les combustibles fossiles coûtent pas cher, c'est pas là qu'il faut se reposer sur les lauriers en se disant ouais, c'est la fête, on va en profiter. C'est là où il faut se dire on accélère à fond pour essayer de décarboner parce que vous pourrez faire davantage d'infrastructures de transport en commun, d'éoliennes, de batteries, de ce que vous voulez, quand les matériaux ne coûtent pas cher. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir des combustibles fossiles, même si on a déjà commencé à aborder ça? Si on veut sortir des combustibles fossiles, on peut regarder soit les combustibles qu'on consomme ou les émissions de gaz à effet de serre afférentes, ça revient un peu au même. Là, on va s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a plusieurs moyens de compter les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez l'inventaire national, c'est-à-dire tous les gaz à effet de serre émis sur le territoire français, exportation incluse. Donc par exemple, les Airbus qu'on vend à droite à gauche, ça c'est dedans. C'est dans le rectangle vert. Vous pouvez aussi regarder l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des émissions au niveau mondial pour répondre à la demande française.
Donc là, vous enlevez les exportations parce que ça ne sert pas à la demande française. Par contre, vous ajoutez les importations. Typiquement, cet ordinateur-là, qui n'a probablement pas été produit en France, mais que je vais être le seul à utiliser, il compte dans les émissions importées. Et ça, vous avez ça dans l'air en bleu. Et vous voyez que environ la moitié de l'empreinte carbone d'un Français, même un peu plus, ce sont des émissions importées. Donc si on parle d'atteindre la neutralité carbone, et si on parle de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, on est obligé de s'intéresser à ça, parce que ce n'est pas parce que le combustible fossile a été consommé dans un autre pays qu'on n'en est pas dépendant. Si le prix du combustible fossile augmente, le prix de mon ordinateur, si je dois l'acheter maintenant, il va augmenter. Il y a 2 moyens qu'il va falloir activer en parallèle pour pouvoir réduire ces émissions importées. Le premier, ça va être de relocaliser une partie de la production pour pouvoir bénéficier de l'électricité bas carbone qu'on a en France, tout en préservant évidemment cette électricité bas carbone. Mais quand je dis relocaliser de l'industrie, c'est pas relocaliser tout et n'importe quoi. C'est pas construire des usines de Hummer et puis de chaudières à fioul. C'est relocaliser, réindustrialiser avec des industries qui soient compatibles avec les enjeux dont on a parlé sur l'épuisement des combustibles fossiles et sur le climat. Donc typiquement des industries de pompes à chaleur, de petits véhicules thermiques, etc. etc. En parallèle, ça va être aussi faire évoluer nos modes de consommation avec une réduction de la consommation, donc faire durer davantage les produits. Et ça va entraîner, ça nécessite une action concertée des pouvoirs publics, des entreprises et des consommateurs. Les pouvoirs publics pour réglementer, pour obliger les industriels à assurer la maintenance de leurs équipements sur du long terme avec le remplacement des composants, la mise à jour des composants, pouvoir changer aussi des composants pour pouvoir en mettre des plus récents sans changer tout l'équipement. Pour les industriels, ça nécessite aussi de repenser les cycles d'innovation parce que si vous ne changez pas votre téléphone tous les ans, mais tous les 15 ans, je dis une bêtise, évidemment, les cycles d'innovation ne vont pas être les mêmes. Et donc ça va nécessiter aussi peut-être de penser l'innovation à l'échelle du composant plutôt qu'à l'échelle de l'équipement. Et ça va nécessiter aussi de la part des consommateurs de revoir les systèmes de consommation. Si on s'intéresse aux émissions maintenant sur le territoire français et qu'on regarde où est-ce qu'on émet des gaz à effet de serre par secteur, alors le premier que je détaillerai, donc je ne vais pas en parler sur cette diapo, c'est celui des transports. Vient ensuite le résidentiel tertiaire. Résidentiel tertiaire, c'est le chauffage des bâtiments. Il y a encore 3 millions de logements chauffés au fioul en France. Pour rappel, les chaudières à fioul ont été subventionnées au titre du crédit d'impôt transition énergétique jusqu'en 2018. Alors ça, c'est un peu... Et puis maintenant, on dit qu'il va falloir sortir rapidement du fioul. Et là, il y a une vraie faute en fait des pouvoirs publics. Évidemment, c'est vrai que c'est plus facile pour le consommateur de lui permettre de changer sa vieille chaudière à fioul par une chaudière à fioul neuve. Donc l'effort à faire sur le coût est minime. Et c'est ça qu'a vu le politique jusqu'en 2018. Sauf que si on fait ça, en fait, on simplifie la vie du consommateur à court terme. Par contre, on risque de le mettre dans une situation intenable à long terme. Et quand on dit au consommateur 5 ans après, ouais, non, mais en fait, votre chaudière à fioul, il va falloir la changer dans les 5 ans. Ouais, mais elle est neuve. Donc, si on veut éviter de passer pour des guignols, quand je dis on, c'est un on collectif, auprès de la population, et si on veut éviter de perdre l'adhésion de la population vis-à-vis de la transition, il faut anticiper. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens de détricoter un truc qui vient juste d'être fait. Et 9,5 logements qui sont encore chauffés au gaz en France, le gaz qui bénéficie encore de soutien. Ensuite, en termes d'émissions, c'est plus de l'énergie, c'est l'agriculture. L'agriculture avec en gros 40% des émissions qui viennent du méthane émis par les ruminants, veaux, vaches, agneaux, moutons, du fait de leur système digestif particulier. Donc là, c'est une question alimentaire. Et une quarantaine de pourcents aussi qui vient des engrais azotés, qui servent notamment à produire la nourriture pour les ruminants. Donc là, on reboucle vraiment sur une question de flux logistique, de réduction des pertes sur les flux alimentaires, d'évolution de nos modes d'alimentation, etc. Ensuite, vous avez industrie manufacturière, construction. Donc là, ça va être tout ce qui est construction de bâtiments et usines, etc. Et ensuite, industrie de l'énergie. Industrie de l'énergie, c'est tout ce qui permet de convertir une forme d'énergie en une autre. Donc les centrales électriques, les raffineries, etc. Et ce qui émet surtout dans l'industrie de l'énergie, c'est la production d'électricité.
Parce que oui, même si en France l'électricité est essentiellement bas carbone, on a encore quelques centrales à charbon et surtout on a encore un nombre non négligeable de centrales à gaz. Et donc ça émet quand même des gaz à effet de serre. Alors je vais détailler un peu le secteur des transports, je ne vais pas le faire pour les autres secteurs parce que j'aurai pas le temps, mais c'est juste pour vous montrer en fait la nécessité d'une approche systémique. Si on regarde les émissions des transports en France, vous voyez que bon, le véhicule particulier occupe une bonne moitié. Donc on ne peut pas, sachant que le secteur des transports c'est le premier secteur émetteur après les importations en France, on ne peut pas avoir une politique climatique sérieuse sans vraiment s'intéresser de très près au transport particulier et donc à la voiture. Et ça, j'y reviens juste après. Ensuite, vous avez les poids lourds, ensuite les véhicules utilitaires. Attention aussi là-dessus, le secteur aérien est sous-estimé parce que par convention internationale, on ne compte que le trafic domestique. Or, les vols intérieurs en France, il n'y en a pas non plus des masses, c'est surtout du vol international, donc en gros il faut multiplier par 4 ou 5 l'impact de l'aérien pour avoir l'ordre de grandeur exact. La voiture, comment est-ce qu'on va décarboner la voiture? Est-ce que ça va être par la voiture électrique? Alors, oui et non. Si on regarde sur ce graphique, vous avez à gauche les émissions sur le cycle de vie. Alors cycle de vie, ça va de la fabrication à la fin de vie, en passant par l'usage, des véhicules thermiques. Et à droite, vous avez dans différents pays du véhicule électrique. Vous voyez plusieurs choses sur ce graphique. Dans à peu près toutes les situations, le véhicule thermique émet significativement plus de gaz à effet de serre que le véhicule électrique. Donc oui, le véhicule électrique est intéressant pour le climat. Donc attention aux discours qui vous disent « Ah, le véhicule thermique est pire que le véhicule électrique ». Enfin, le véhicule électrique est pire que le véhicule thermique. Non, le véhicule électrique est meilleur pour le climat que le véhicule thermique, même dans des pays où l'électricité est crade, comme l'Allemagne. Désolé, c'est vrai que j'ai tapé plusieurs fois sur eux depuis le début de la présentation, mais même si vous regardez en Allemagne, la zone en orange, là, qui représente les émissions liées à l'usage de l'électricité, sont évidemment bien plus importantes qu'en Norvège ou en France, mais ça ne suffit pas à rendre le véhicule électrique moins intéressant qu'un véhicule thermique. Alors par contre, dans le véhicule électrique, vous avez plus d'émissions liées à la fabrication de la batterie que vous avez en bleu clair, que vous n'avez pas dans les véhicules thermiques. Certes, le véhicule électrique émet moins de gaz à effet de serre que le véhicule thermique, mais vous voyez aussi que ce n'est pas zéro carbone. Il y a des émissions qui sont non négligeables sur le cycle de vie. Et donc, si on veut réduire les émissions du véhicule électrique, il va falloir jouer sur plusieurs paramètres. Réduire la taille des véhicules électriques. Si vous réduisez la taille, notamment la taille des batteries, vous allez pouvoir jouer à la fois là-dessus, sur cette aire-là, moins de batteries, et sur cette aire-là, en orange, moins d'électricité parce qu'il va consommer moins d'énergie. Ça va être aussi sur la localisation de la fabrication de vos batteries. Fabriquer des batteries, ça consomme beaucoup d'électricité. Si vous les faites en Pologne, ça va émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre que si vous les faites en Norvège, en Suède ou en France, par exemple. Ça va être aussi sur les modes de transport. Bon, en fait, ça, je vais en parler après. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc retenez deux choses de cette diapo. Le véhicule électrique émet moins de gaz à effet de serre que le véhicule thermique. Et par contre, il en émet quand même. Et donc, il est intéressant de jouer sur la taille, la localisation de la production des équipements, oui, et le contenu carbone de l'électricité, parce que ça va jouer beaucoup sur le contenu carbone de votre véhicule électrique. Alors, est-ce que l'hydrogène est une solution pour la mobilité ? On parle beaucoup d'hydrogène là depuis 2-3 ans, il y a une sorte de hype autour de l'hydrogène. Alors il faut savoir que l'hydrogène, on en consomme déjà en France, on en consomme à peu près 900 000 tonnes actuellement, notamment pour produire des engrais ou dans l'industrie pétrolière. Cet hydrogène, vous en avez 60% qui est coproduit par d'autres industries. Donc, par exemple, quand vous fabriquez du coke, qui est du charbon métallurgique, vous avez une coproduction d'hydrogène. Par contre, vous avez 40% de ce million de tonnes, en gros, d'hydrogène qui est produit pour lui-même par vaporéformage de méthane. Donc, vous cassez des molécules de méthane, ça fait du CO2 et de l'hydrogène. Si on veut décarboner déjà ces usages actuels, pas futurs, actuels, de l'hydrogène, par électrolyse, en termes d'électricité,
il faut l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de 900 MW ou l'équivalent de 3000 éoliennes terrestres de 3 MW. Et là, je ne parle pas d'usage futur de l'hydrogène, je parle d'usage actuel. Alors, il y aurait moyen d'améliorer un peu ça. Les procédés d'électrolyse classiques ont des rendements de 70% électricité vers hydrogène. On peut faire, mais les procédés sont moins matures, de l'électrolyse haute température, où là, vous utilisez de la chaleur fatale d'industrie, ou du nucléaire notamment, ce qui permet d'améliorer le rendement d'électrolyse, qui est à un peu plus de 90%, et donc vous gagnez une vingtaine de pourcents sur l'électrolyse. Donc, sachant que la disponibilité de l'électricité bas carbone sera durablement un frein pour produire de l'hydrogène, c'est intéressant d'essayer d'optimiser le procédé de production de l'hydrogène pour pouvoir en produire davantage avec une quantité d'électricité donnée. Cela dit, la conclusion vraiment à retenir, c'est que, attention, l'hydrogène va rester durablement limité en volume par la quantité d'électricité bas carbone disponible et cher, du fait des pertes énergétiques à la production et des coûts d'infrastructure. Et ça, de toute façon, en fait, c'est général à tout changement de vecteur énergétique. Si vous faites de l'électricité par rapport au gaz, une centrale à gaz, cycle combiné, moderne, vous avez un rendement d'un petit peu plus de 60%, donc vous avez quand même plus de 30% de pertes. Il faut aussi construire la centrale, donc votre mégawattheure électrique, il est forcément plus cher que le mégawattheure de gaz. Dès que vous changez de vecteur énergétique, le nouveau vecteur énergétique coûte plus cher. Donc, si vous envisagez des trucs hyper compliqués du genre électricité vers hydrogène vers électricité, avec des rendements tout pourraves de 30%, votre électricité, in fine, elle est extrêmement chère. Donc ça veut dire que l'hydrogène doit être réservé en priorité aux usages où il va être indispensable. Donc, outre la décarbonation des usages actuels de l'hydrogène, avec tout un tas de complexités en plus que je n'évoquerai pas, sauf si vous avez des questions là-dessus après, il va falloir l'utiliser en priorité dans les industries qu'on ne va pas pouvoir décarboner autrement, typiquement la métallurgie, où on utilise du charbon, non pas pour ses propriétés calorifiques, mais de réducteur, pour réduire du minerai oxydé en métal non oxydé. Donc là, on peut utiliser de l'hydrogène. C'est le procédé Hybrid développé en Suède, par exemple. Ça va être aussi pour produire des engrais. On peut en utiliser aussi un peu dans la mobilité lourde, via des carburants de synthèse, aviation, maritime. Mais attention, là, encore une fois, aux questions de volume disponible et de coût. C'est-à-dire que si l'idée, c'est de décarboner les derniers vols qu'on aura toujours en 2080, 90, 100, parce que c'est toujours pertinent d'envoyer des diplomates à l'autre bout du monde pour discuter plutôt que se taper dessus, là oui, on peut produire des carburants à partir de à peu près tout et n'importe quoi et de façon bas carbone. Par contre, ces carburants-là seront très limités en volume, coûteront très cher, donc ce n'est pas du tout pour décarboner un usage de l'aviation en croissance, ni même l'aviation dans son usage actuel. Donc ça ne permettra pas de faire croître le trafic Paris-Barcelone à 15 €. Ça, c'est pas possible. Donc, en fait, le carburant aviation durable, entre guillemets, est-ce que c'est une solution ou pas pour l'aviation? Oui et non. C'est un élément de solution. Comme la voiture électrique, ce n'est pas la solution de décarbonation de la mobilité. C'est un élément de solution à partir du moment où on va revoir en fait, de manière beaucoup plus générale notre approche de la mobilité. Si on prend le cas de l'aviation, ça veut dire qu'en gros, il va falloir remplacer le court et moyen courrier par d'autres moyens de transport, typiquement le ferroviaire. Il va falloir faire décroître le long courrier. On gardera probablement un peu de long courrier parce que c'est vraiment sur le long courrier que l'avion a un avantage par rapport aux autres moyens de transport. Le long courrier coûtera beaucoup plus cher si on le décarbone vraiment. Donc, pour résumer, si on s'intéresse à la décarbonation des transports, il faut une approche systémique avec une réduction de la demande de transport qui va passer par plein de leviers différents. Pour les métiers qui s'y prêtent, ça peut être du télétravail, développer le tourisme local, à plus long terme, et faire évoluer l'urbanisme pour rapprocher les lieux de vie, de travail, de consommation. Il y a des choses aussi qui, même à plus court terme, peuvent être faites. Typiquement, dans la logistique ou pour plein de métiers, en fait, vous avez des métiers que vous allez trouver partout sur le territoire. Mais les boîtes d'intérim ou les boîtes de logistique ou les boîtes de grande distribution, elles ne vont pas du tout regarder où habitent leurs employés. Donc, elles vont pouvoir vous mettre sur une chaîne logistique à 50, 60, 70 km de là où vous travaillez. Et à contrario, vous allez avoir un employé qui va faire le chemin dans le sens inverse. Donc, il y a aussi une réflexion à avoir
au sein, par exemple, des boîtes d'intérim ou des grands groupes type Carrefour, Leclerc, enfin je ne sais pas, les groupes de distribution, des groupes qui sont implantés un peu partout pour voir s'il n'y a pas des échanges qu'on peut faire entre des employés pour pouvoir rapprocher leurs employés pour qu'ils puissent faire la même chose que ce qu'ils font actuellement, mais plus proche de leur lieu de vie. Et ça améliore à la fois la qualité de vie parce que ça évite de passer 1 heure sur la route et ça permet de faire des économies. Développement des mobilités alternatives, pied, vélo, transport en commun. Alors évidemment, ce qui est valable dans le centre de Paris n'est pas valable au milieu de la Beauce, mais c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne sont pas valables au milieu de la Beauce qu'il ne faut pas les faire dans le centre de Paris. Typiquement, il y a des villes, des grandes villes, où les systèmes de transport en commun sont déplorables, comme Marseille. Donc, en fait, à chaque territoire, il va falloir réfléchir aux solutions qu'on peut envisager pour le territoire. L'optimisation énergétique des transports, quel que soit le vecteur énergétique, donc en augmentant les taux de remplissage, typiquement le covoiturage, la réduction de la masse des véhicules, qui peut passer par de la réglementation par exemple, l'amélioration de l'aérodynamisme, que ce soit pour les voitures ou les camions. Si vous regardez par exemple les camions aux États-Unis et en Europe n'ont pas du tout la même forme. Pourquoi ? Parce que les normes européennes contraignent en fait les dimensions des camions, et donc c'est pour ça qu'ils ressemblent à des parpaings. Donc aussi avec de la réglementation, on peut imposer aux constructeurs de camions de faire des choses plus aérodynamiques. Ça ne va pas rendre le camion zéro carbone, de toute façon rien n'est zéro carbone, mais en fait c'est un élément de solution parmi plein d'autres. Et d'ailleurs, encore une fois, réduction de masse et amélioration de l'aérodynamisme, globalement, enfin, c'est lutter aussi contre les SUV qui sont des sortes de parpaings roulants. Enfin, changement de vecteur énergétique avec différents vecteurs selon les types de mobilité. Globalement, pour la mobilité routière, ce sera surtout de l'électrification probablement. Par contre, la mobilité lourde, maritime et aérienne, là, il y aura d'autres vecteurs à développer, biogaz, biocarburant, en faisant très attention au gisement de biomasse, parce que ça peut être plus ou moins durable, évidemment, et carburant de synthèse avec, là aussi, les réserves dont je vous faisais part tout à l'heure. Si maintenant on s'intéresse un peu à l'énergie, en gros, si on regarde la stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il va falloir passer du bouquet énergétique que vous avez à gauche à celui qu'on a à droite. Aujourd'hui, 60% de combustibles fossiles dans notre bouquet énergétique final, avec 40% de carburant pétrolier et 20% de gaz, 25% d'électricité, essentiellement bas carbone, même s'il n'est pas complètement. En 2050, il faudrait avoir réduit de 40% notre consommation énergétique finale. Alors ça va venir surtout par des progrès d'efficacité. Là, je profite pour faire une incise. Il y a 3 moyens de faire des économies d'énergie. L'efficacité, ça c'est ce que tout le monde veut. C'est l'ingénieur qui a bien fait son boulot, ou le politique qui a mieux organisé le système. Et sans faire aucun effort sur le service il consomme moins. Donc typiquement, si vous remplacez un véhicule qui a 40 ans par un véhicule qui aurait exactement les mêmes performances aujourd'hui, il consommera moins parce qu'on a fait des progrès de motorisation. Si vous isolez un bâtiment que vous chauffiez à 19, parce qu'il ne faut pas chauffer au-delà de 19, et que vous le chauffez toujours à 19, il consommera moins. Mais vous êtes toujours chauffé à 19, ça ne change rien. Ça, c'est de l'efficacité. La sobriété, c'est à l'échelle individuelle ou collective, vous acceptez de faire une concession pour moins chauffer. À l'échelle individuelle, c'est par exemple, vous êtes conscient que le climat c'est un vrai problème et plutôt que d'acheter un gros véhicule, vous en achetez un petit. Ou vous prenez les transports en commun plutôt que de prendre votre voiture. Ou vous allez en vacances en train plutôt qu'en avion. Vous allez en vacances pas très loin. Ou vous réduisez la température de votre logement. Un autre moyen de faire des économies, c'est la pauvreté. C'est-à-dire que si le prix de l'énergie augmente, à un moment, il y a des gens qui ne peuvent plus se la payer et c'est ça qui va permettre d'équilibrer offre et demande. Et donc, c'est de la précarité énergétique, c'est de la faillite industrielle. Et donc là, ce sont les gens qui ne peuvent plus chauffer parce que le prix de l'énergie est trop cher ou qui ne peuvent plus prendre leur voiture parce qu'ils ne peuvent plus faire le plein. La pauvreté, c'est ce que tout le monde essaie d'éviter. La sobriété, c'est ce que tout le monde essaie de ne pas voir, parce que ça demande des efforts. Oui, exemple de sobriété, quand même, qu'on a un exemple qui a été fait. Interdire les terrasses chauffées, ça, c'est un exemple de sobriété. C'est à l'échelle collective, on se dit, bah voilà, maintenant, on s'interdit de faire ça pour économiser de l'énergie. Alors, dans ces 40%, c'est surtout de l'efficacité, électrification de la mobilité et isolation des bâtiments. Avec une hypothèse qui est extrêmement forte, qui est qu'en 2050, tous les bâtiments sont basse consommation.
c'est-à-dire catégorie A ou B en termes d'efficacité énergétique. Et alors là, je ne sais pas qui d'entre vous a loué un appart dans les dernières années, mais globalement, des bâtiments catégorie A ou B, on n'en trouve vraiment pas beaucoup sur le marché. Et donc, il faut déjà s'attendre à ce que cet objectif-là ne soit pas atteint. Incidemment, ça veut dire que, et je vous amène à un truc que je vous dirai tout à l'heure, il faut anticiper l'échec. Donc, si on compte que sur de l'efficacité, avec notamment un objectif qui va être très difficile à atteindre, on risque de ne pas les avoir, ces 40%. Donc, il va falloir faire plus d'efforts d'économie avec de la sobriété. Et 2, en essayant évidemment d'éviter la pauvreté. Et 2, il va falloir se laisser plus de marge, si possible, sur les énergies bas carbone. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc, énergie bas carbone, en 2050, gros développement de l'électricité, parce que c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner, avec éolien, photovoltaïque, nucléaire, hydraulique, mais s'il y a moins de potentiel là-dessus. Il n'y a pas que de l'électricité, et ça, il faut le garder à l'esprit. On aura aussi besoin d'énergie thermique bas carbone, biogaz, carburant liquide bas carbone et chaleur bas carbone, ça c'est extrêmement important aussi. RTE, le gestionnaire du réseau de transport électrique français, a fait une étude extrêmement poussée en 2021 avec plusieurs scénarios de demande, plusieurs scénarios d'offres, certains avec nucléaire, certains sans nucléaire, à la demande du gouvernement de l'époque, pour éclairer la décision politique. Là, je vous ai mis les scénarios avec nucléaire, je vous présenterai après les scénarios sans nucléaire. Ce que vous voyez, c'est que même si on prend les scénarios où il y a le plus de nucléaire, donc typiquement le N03, vous avez quand même une progression très significative des énergies renouvelables. Même dans ce scénario, il faudrait multiplier par 7 le solaire photovoltaïque, par 2,5 l'éolien à terre, de quasiment rien aujourd'hui, passer à 22 gigawatts, c'est-à-dire en termes de puissance installée, un tiers du parc nucléaire sur l'éolien en mer. Et dans ce scénario, on a quand même en 2050 13 gigawatts de flexibilité de la demande. C'est-à-dire que c'est de la demande décalable dans le temps. Alors, RTE a quand même fait des hypothèses derrière, il ne demande pas des efforts significatifs à la population, c'est surtout sur des nouveaux usages, notamment la charge des véhicules électriques, mais ce sont quand même des choses qu'il va falloir mettre en place. Si vous avez moins de nucléaire, il va falloir activer d'autres leviers, notamment avoir des batteries, alors les batteries elles sont où? Elles sont là, des batteries stationnaires, donc 2 gigawatts ici, 9 gigawatts ici, et des centrales à gaz, 5 gigawatts dans celui-là, 11 gigawatts dans celui-là. Si vous avez des scénarios sans énergie nucléaire, là vous voyez que le déploiement des énergies renouvelables doit être beaucoup plus conséquent, entre x12 et un peu plus de x20 sur le solaire photovoltaïque, x4 sur l'éolien à terre, 60 gigawatts sur l'éolien en mer, et beaucoup plus de flexibilité de demande. Donc là, par exemple, 17 gigawatts, et beaucoup plus de batteries aussi, donc avec les matériaux qui vont avec, et entre 20 et 30 gigawatts de centrales à gaz. Alors, quelques commentaires. RTE qualifie les scénarios sans nucléaire de pari technologique lourd parce que, en fait, les centrales à gaz en 2050 sont censées, dans ces scénarios-là, fonctionner très peu, 10-15% du temps, et uniquement avec des gaz bas carbone, c'est-à-dire du biogaz et de l'hydrogène. Hydrogène qui serait produit par de l'électricité renouvelable. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas stocker des quantités importantes d'hydrogène. Et en plus de ça, il y a une question de faisabilité technico-économique. Encore une fois, électricité, hydrogène, électricité, c'est un rendement de 30%. Il y a des coûts d'infrastructure élevés. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Ensuite, personnellement, j'y vois aussi un risque de conserver une dépendance au gaz fossile. C'est-à-dire que si vous construisez 30 gigawatts de centrales à gaz, qui peuvent brûler du gaz naturel comme de l'hydrogène, si vous n'arrivez pas à déployer autant de solaire photovoltaïque ou d'éolien à terre ou en mer, ou que votre demande est plus élevée parce que vous n'avez pas réussi à isoler autant que vous aviez prévu les bâtiments, ce n'est pas sur les énergies renouvelables que vous allez pouvoir vous rattraper là, parce qu'elles sont déjà au taquet, voire au-delà. Donc, vous allez vous rattraper sur ce que vous avez déjà construit, des centrales à gaz. Donc, si on construit des centrales à gaz, il y a un risque de les utiliser. Attention aussi, les scénarios, ce qui est envisageable sur le papier, ça l'est pas forcément dans le monde réel. Un scénario, quel qu'il soit, même les plus sérieux d'entre eux,
Et de scénarios, vous en avez plein. Vous avez l'AIE, vous avez RTE, vous avez Negawatt, vous avez l'ADEME. Enfin, il y a plein d'organismes qui font des scénarios. Ce n'est jamais un futur possible. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Pour deux raisons. Tout n'est pas modélisable ni modélisé. Prenons un exemple. Les rétroactions sur l'économie de vos scénarios de transition ne sont jamais prises en compte, ou très mal. Typiquement, vous pouvez faire des scénarios où vous sortez de l'énergie, en général, et vous avez toujours de la croissance économique, parce que la croissance, c'est vous qui dites au scénario, j'aurai 12% de croissance économique, je dis n'importe quoi, jusqu'en 2050. Si vous lui dites ça, le scénario ne va pas vous dire non, là tu délires, tu n'auras pas 12% de croissance. Si tu sors complètement de l'énergie, tu auras moins 15% tous les ans. Le scénario ne va pas vous dire ça, c'est une donnée d'entrée, il le prend comme un acquis. Donc ça, par exemple, c'est une limite des scénarios. Ensuite, tout scénario, vous êtes obligé de lui donner des hypothèses d'entrée. Parce que personne ne sait combien coûtera une éolienne, un réacteur nucléaire, combien coûtera le kilo de lithium en 2030, quelle est l'acceptabilité de la population de la sobriété, qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement en termes d'isolation du bâti en 2050. Donc là, à un moment, on est obligé de dire, bon, bah, on estime qu'on pourra rénover tant de logements à tel niveau, qu'on pourra déployer tant de telle énergie. Et là, il y a des hypothèses sur plein de niveaux, sur l'acceptabilité, sur les capacités industrielles. Et ces hypothèses-là sont par nature contestables et discutables. Donc un scénario, c'est un outil d'aide à la décision, difficile à manipuler, et il faut toujours avoir du recul sur les hypothèses. Quand vous regardez un scénario, il y a des hypothèses qui sont conservatrices, où globalement, il y a peu de risques. Par exemple, faire x7 sur le solaire photovoltaïque en France, a priori, il n'y a pas de doute, ça on peut le faire sans difficulté. Par contre, faire x4 sur l'éolien à terre, là, il y a une question d'acceptabilité. Faire 40 gigawatts sur l'éolien en mer, ça devrait être faisable. Faire davantage sur l'éolien en mer, ça va être compliqué. Parce que si vous voulez développer massivement l'éolien en mer, il y aura de l'éolien posé, mais il y aura aussi de l'éolien flottant. Un flotteur d'éolienne en mer, c'est la taille d'un petit porte-hélicoptère. Il faut les fabriquer. Donc là, vous avez des limites en termes de kilométrage linéaire de quais lourds dans les ports. Donc vous pouvez pas, votre flux d'installation d'éoliennes en mer, d'éoliennes flottantes, sera limité aussi par le kilométrage linéaire de quais lourds. Donc tout ça, ce sont des contraintes à prendre en compte. Sur le nucléaire, c'est pareil. On a estimé, et c'est discutable, qu'on pouvait faire environ 14 EPR d'ici 2050. Est-ce qu'on pourra les faire? Est-ce que ce sera moins? Est-ce que ce sera plus? Ça, l'avenir le dira. Et donc, il faut anticiper l'échec, et un scénario, c'est jamais une recette de cuisine. C'est-à-dire que ça permet de voir un peu la sensibilité de votre système à certaines hypothèses, mais il est essentiel de se redonner des marges, c'est-à-dire en faisant plus d'économies d'énergie que prévu et en surdimensionnant toutes les filières de production bas carbone et en faisant des bilans réguliers pour voir là où vous décrochez. Par exemple, je ne sais pas, sur l'éolien à terre ou sur le nucléaire, vous êtes en deçà de ce que vous attendiez. Est-ce qu'il y a une autre filière qui peut rattraper? Comment est-ce que vous pouvez vous réorganiser? Si vous visez au minima sur chaque trajectoire, l'échec d'une ou plusieurs des trajectoires vous plante. Évidemment, si vous commencez à refuser des outils, l'éolien parce que vous trouvez ça moche, le nucléaire parce que ça fait peur, le biogaz parce que ça sent mauvais, la sobriété parce qu'il est hors de question de faire des efforts, là ça ne sert à rien de parler du sujet parce que déjà en acceptant tous les outils et en les poussant tous à leur maximum, et quand je dis tous les outils, c'est y compris économie d'énergie, peut-être même avant tout économie d'énergie, ça va être extrêmement compliqué. Si on commence à en éliminer, ça devient limite impossible. Attention aussi, il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Ceux qui parient sur les approches entre guillemets techno-solutionnistes en se disant ouais, il suffit de faire 100 EPR d'ici 2050, bon déjà c'est pas du tout réaliste, on n'arrivera pas à remplacer les services rendus par les fossiles de façon transparente pour la population par les alternatives. De fait, si on utilise des fossiles, c'est pas parce qu'on est complètement vicieux, c'est parce que le niveau de service qu'ils rendent pour le coût qu'ils rendent est supérieur à ce qu'on peut faire via les alternatives dans de nombreux cas. Typiquement, faire voler un avion avec autre chose que du carburant liquide, c'est quand même compliqué. Je ne sais plus ce que je disais.
Oui, donc attention à ce discours-là, attention aussi à ceux qui vont vous dire « ouais, ben, en fait, il faut tout faire par de la sobriété ». Oui, c'est sûr que la sobriété, ça permet d'avoir pas mal de gains sur la biodiversité, sur le climat, etc. Sauf que l'acceptation de la sobriété, elle n'est pas gagnée. Même chez des gens qui sont sensibilisés aux problématiques. Alors vous imaginez, au sein de la population française, des gens qui n'ont pour beaucoup quasiment jamais entendu parler de climat, il faut pas sous-estimer l'inertie de la population. Donc déjà, les politiques de sobriété, il faut les concevoir de façon intelligente, les présenter de façon intelligente pour pouvoir faire le plus possible de sobriété avant que la population dise « ouais, non, mais là, j'en veux plus ». Et ne pas surestimer ça non plus. Donc ne pas surestimer le potentiel des technologies, ne pas surestimer non plus ce qu'on attend de la population. Ça va dans les deux sens. Alors, j'étais un peu long, mais on m'a dit que j'avais entre 1 heure et 1 heure et demie. J'ai commencé à 15, donc j'ai encore 2-3 diapos sur les métaux, et après, j'en aurai fini. Je vous ai dit que décarboner, en plus d'économie d'énergie, ça supposera notamment d'électrifier pas mal. On passerait de 25% d'électricité dans notre bouquet énergétique final aujourd'hui à 55%, 60% en 2050. Sauf que électrifier, ça nécessite des métaux pour produire, transporter et stocker l'électricité. Dans une voiture électrique, vous avez à peu près 4 fois plus de métaux que dans une voiture thermique. Et si vous prenez les énergies renouvelables, vous allez capter une source d'énergie diffuse et donc il va vous falloir plus d'équipements et donc vous allez consommer plus de métaux. C'est ce que vous voyez sur ce graphique-là. Et encore, attention, ce graphique, c'est en puissance installée, ce n'est pas en production. Donc il faut prendre en compte l'intermittence. C'est-à-dire qu'un gigawatt d'éolien installé, ce n'est pas comme un gigawatt de centrale à charbon ou de nucléaire installé, qui peuvent produire à 90% de facteurs de charge. Donc en fait, la consommation de métaux des énergies renouvelables est bien supérieure. Et c'est d'autant plus vrai de l'éolien en mer, qui est loin des lieux de consommation et qui nécessite pas mal de cuivre pour pouvoir être connecté. Alors l'éolien en mer, c'est une source d'énergie très intéressante parce que le facteur de charge est plus élevé que l'éolien à terre et que les problématiques d'acceptabilité sont moindres que l'éolien à terre. Par contre, il y a une consommation de métaux qui est supérieure. Le problème des métaux, ce n'est pas forcément des problèmes géologiques. Par exemple, le lithium, il y en a plein. Le souci n'est pas là. C'est que l'industrie minière, c'est une industrie du temps long. Il faut entre 10 et 20 ans pour ouvrir une mine. Donc quand votre demande elle est plate, c'est assez facile d'anticiper vos investissements pour renouveler les mines qui s'épuisent. Quand votre demande décolle, comme vous pouvez le voir sur le graphique là avec la courbe noire, c'est assez difficile d'anticiper les investissements. Déjà parce que l'industriel minier qui se trouve à gauche de la courbe, avec ses revenus du gauche de la courbe, doit faire des investissements massifs pour pouvoir être en mesure de produire assurer une production plusieurs fois supérieure à sa production actuelle 10 ans après. Donc ça, déjà, c'est une première difficulté. Ensuite, vous allez avoir tout un tas de contraintes, des contraintes géopolitiques, par exemple. Ce n'est pas parce que vous avez un gisement intéressant dans un pays qu'on va forcément aller l'exploiter. Si vous craignez qu'il y ait un coup d'État ou que la mine se fasse nationaliser, vous n'allez pas investir quelques milliards pour ouvrir une mine pendant 10 ans pour qu'on vous la pique une fois qu'elle est ouverte. Donc là, vous n'irez pas. Si vous avez aussi des contraintes environnementales. Par exemple, l'extrait du cuivre, ça consomme beaucoup d'eau. Et le Chili a mis des contraintes sur la consommation d'eau douce des mines, ce qui a obligé les industriels miniers à dessaler de l'eau de mer. Alors, ils ne le dessalent pas avec du nucléaire, hein, ils dessalent avec du fossile. Donc, ça augmente l'empreinte carbone et le coût de l'extraction. Vous avez aussi des gisements dans des zones particulièrement inaccessibles, donc ça, ce sont des contraintes environnementales. Vous avez la réduction, dans certains cas, je pense là notamment au cuivre, de la concentration des gisements. Donc moins les gisements sont concentrés, plus il va falloir d'énergie. Et donc là, ça résonne aussi avec le coût de l'énergie. Plus l'énergie coûte cher, plus ça va être compliqué. Donc là, pour l'industriel qui va ouvrir une mine, il va essayer de se projeter à l'avenir et se dire, bon, bah voilà, gisement, telle concentration, quelle est ma perspective du coût de l'énergie. Et donc, même s'il y a une demande en hausse, ça ne veut pas forcément dire que l'investissement va se concrétiser facilement. Vous avez aussi des questions d'acceptabilité qui sont de plus en plus fortes. En Europe, l'acceptabilité est extrêmement faible, mais même dans des pays à l'histoire minière, je pense au Pérou par exemple, le Pérou a fermé des mines de cuivre dans les dernières années parce que la population n'en voulait plus.
Donc, quand on parle de matériaux, ce n'est pas uniquement un problème de géologie. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer sur l'approvisionnement. Et même sur des métaux qui sont relativement abondants dans le sous-sol, on peut faire face à des tensions en flux d'approvisionnement pendant plusieurs années. Pour noircir un peu le tableau, si on regarde la concentration de l'extraction et encore plus du raffinage, on voit que l'extraction est concentrée dans les mains d'un certain nombre de pays. Là, par exemple, vous voyez le cobalt. 70% de l'extraction du cobalt se situe au Congo. Les terres rares, 60% en Chine. Alors, c'est pas que toutes les réserves de terres rares sont en Chine, c'est que l'extraire des terres rares, ça a un gros impact environnemental et que la Chine a accepté cet impact environnemental pour pouvoir saisir le marché amont des terres rares pour avoir le contrôle sur une étape de la chaîne de valeur. Et en fait, ça, c'est ce que vous voyez aussi à droite, sur le raffinage. La Chine est omniprésente sur le raffinage des métaux. En fait, elle a investi massivement, alors déjà dans l'extraction chez elle, mais dans des mines aussi à l'étranger, pour rapatrier les métaux chez elle, pour les raffiner chez elle. Et ça lui donne un contrôle de l'amont de quasiment toutes les chaînes de valeur. Et ça lui donne un pouvoir de rétorsion vis-à-vis d'États qui seraient en désaccord avec elle. Donc typiquement, il y a une dizaine d'années, elle a coupé l'approvisionnement de terres rares au Japon à la suite d'un différend géopolitique. Et là, elle est en train de mettre des quotas sur les livraisons de germanium et de gallium en réponse à des mesures protectionnistes américaines. Donc, il y a un enjeu à regagner en souveraineté et en résilience sur nos approvisionnements en matière. Il y a plusieurs leviers pour ça. Alors déjà, extraire davantage sur le territoire européen, et là il reste du gisement. Typiquement, le sous-sol français est très mal connu, ironiquement. Le dernier inventaire minier date d'il y a 30 ou 40 ans. Alors, extraire davantage en France, ça voudrait dire déjà qu'on a un meilleur contrôle sur les normes sociales et environnementales. En France, on n'a pas le droit de faire exploiter des mines par des enfants. Par contre, il y a des pays où c'est le cas. Et donc, extraire en France, ça veut dire aussi qu'on s'assure que les métaux ne sont pas extraits n'importe comment. Une meilleure autonomie stratégique. Et par exemple, dans les métaux dont on sait qu'on a sur le territoire, il y a du lithium. Alors, Imerys, c'est un projet d'extraction de lithium. Alors, pour chance, pas un endroit où ils ont déjà une extraction dans le Massif central, donc ça devrait faciliter un peu les questions d'acceptabilité. Il y a aussi du lithium géothermal dans l'est de la France et l'ouest de l'Allemagne. Donc là, il y a un enjeu. Oui, il y a un élément que je ne vous ai pas dit aussi dans les risques d'approvisionnement, c'est que vous avez plein de métaux qui ne sont pas extraits pour eux-mêmes et donc dont le marché ne dépend pas, dont l'extraction ne dépend pas du marché du métal. Typiquement, le cobalt, il n'est pas extrait pour lui-même, il dépend d'autres métaux. C'est un métal secondaire dans d'autres mines. Et donc, même si le prix du cobalt augmente, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir davantage de mines de cobalt parce qu'il n'y a pas de mines de cobalt. Il y a des mines d'autres métaux dans lesquelles on extrait du cobalt. Donc, ça veut dire aussi que les marchés des métaux, c'est pas parce que vous avez l'augmentation du prix d'un métal qu'on va forcément aller chercher beaucoup plus. Si c'est un métal principal, oui. Si c'est un métal secondaire, ça va être un élément dans une équation beaucoup plus large. Au-delà de l'extraction de matières premières primaires, les matières secondaires, donc collecte et recyclage. Mais là, faut pas oublier le fait que quand on a une demande qui est fortement croissante, la collecte et recyclage ne peut répondre qu'à une petite partie de la demande. Typiquement, les batteries des véhicules électriques qu'on pourrait recycler aujourd'hui sont celles qu'on a mis en service il y a 10 ou 15 ans. 10 ou 15 ans, il n'y a quasiment pas de véhicules électriques. Et dans 10 ou 15 ans, la demande en matériaux pour des batteries de véhicules électriques sera probablement très supérieure à ce qu'on a mis en service aujourd'hui et qu'on pourra recycler à ce moment-là. Donc ça, c'est une première limite. Deuxième limite, il faut s'assurer que ces matériaux-là ne quittent pas l'Union européenne et ne soient pas recyclés ailleurs, parce que sinon, en termes de souveraineté, on passe complètement à côté de la plaque. Troisième limite, ne pas perdre de vue que quand on recycle, il y a des pertes de qualité. Et donc, en fait, on ne peut pas recycler à l'infini. Quand on recycle des matériaux qui ont été alliés, il y a des pertes de qualité, on ne peut pas forcément en faire le même usage. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir sur le juste niveau de qualité, de pureté, qu'on met pour les métaux en fonction des utilisations. Donc, pas mettre des métaux trop purs pour des applications qui n'en auraient pas besoin. Parce qu'au fur et à mesure qu'on recycle, on a des métaux de moins en moins bonne qualité. Et d'ailleurs, désolé, vu que vous êtes en école d'ingénieur, je vous en rajoute pas mal, hein, mais bon, voilà. Il y a une réflexion à avoir sur l'arbitrage entre efficacité énergétique, notamment dans le cas du numérique, et économie circulaire.
Typiquement, si votre téléphone portable est aussi performant, pourquoi? C'est parce qu'on a tout mis sur l'efficacité énergétique. Et donc, vous avez toute la classification périodique dans votre téléphone portable, dans une quasi-infinité d'alliages, dans des quantités infinitésimales, et globalement, on récupère quasiment rien. On va récupérer les matériaux de structure, le lithium de la batterie, le cuivre des connexions, et les platinoïdes, parce que ça coûte cher. Et tout le reste, ça va être broyé et perdu. Donc, l'indium que vous avez dans votre écran tactile, il est récupérable. Donc, si vous voulez pouvoir récupérer davantage de métaux, il va falloir faire en sorte que votre téléphone il soit démontable, qu'on puisse le démonter facilement. Il va falloir standardiser les pièces. Et donc ça veut dire que globalement, il y aura plus de perte d'espace pour que ce soit démontable. Il y aura moins d'alliages différents, moins de métaux différents. Donc il sera moins optimisé. Il aura moins de performance. Et donc là, il y a une réflexion. Typiquement, si vous envoyez un satellite dans l'espace, vous n'allez pas le récupérer, donc là vous pouvez tout mettre sur la performance. Le truc il doit rendre le plus possible de service dans la masse que vous aurez. Par contre, quelque chose que les gens remplacent régulièrement, un ordinateur, une tablette, un téléphone, sauf si c'est pour faire du calcul de performance, là il va peut-être falloir dire bon, on va avoir moins de performance, les gens ils n'ont peut-être pas besoin de jouer à un jeu en 4K sur leur téléphone. Par contre, on va le rendre plus facilement recyclable. Et donc dans les filières de matières secondaires, il y a plein de métaux qui sont assez peu recyclables. Le titane, par exemple, si vous avez une barre de titane, ça se recycle bien, mais plus de 90% des usages du titane, c'est pour faire de l'oxyde de titane, qui est le colorant blanc universel, et donc c'est de l'usage complètement dispersif. Donc plus de 90% du titane ne peut pas être recyclé parce que vous en avez sur les Mars, là les barres chocolatées pour éviter que ça s'oxyde, vous en avez sur les fenêtres auto-nettoyantes, vous en avez dans toutes les peintures blanches, etc. Diversification des approvisionnements externes, donc ne pas acheter qu'aux mêmes pays, qu'aux mêmes entreprises, même si ça peut vouloir dire qu'il va falloir payer plus cher nos approvisionnements. Et là, c'est en rupture avec disons-le, un dogme en fait de l'Union européenne qui consiste à dire il faut acheter au moins cher, c'est le marché le plus ouvert possible. Non, à un moment, il va peut-être falloir se dire aussi que certes, si on ne regarde pas du tout l'origine de la matière, peut-être qu'il y a un fournisseur qui est beaucoup plus compétitif que les autres parce qu'il a une stratégie derrière, la Chine typiquement sur les matériaux, mais ça nous rend vraiment dépendants. Donc peut-être qu'à un moment, il va falloir accepter de payer plus cher certains matériaux, certaines technologies pour qu'ils viennent d'autres pays, pour diversifier les approvisionnements et gagner en résilience pour éviter qu'un pays puisse instrumentaliser ça contre nous. Faire de la recherche sur la substitution intermétallique pour diversifier les technologies et dépendances. Et quand je dis développer la recherche, ce n'est pas uniquement développer la recherche, bon, avoir la propriété intellectuelle, mais avoir aussi les chaînes de valeur industrielles sur le territoire européen. Donc ça nécessite d'avoir une stratégie industrielle et un vrai soutien aux industries européennes qui permettent d'avoir des industries européennes. Si on perd nos industries en Europe et qu'on a quasiment plus d'industries, par exemple du solaire photovoltaïque par rapport à la Chine, Inde et États-Unis, pourquoi? C'est pas uniquement parce que la Chine est plus compétitive, c'est aussi parce que vous avez des mesures protectionnistes en Chine, en Inde, aux États-Unis, et qu'en France on n'en a pas. Et donc nos industriels ne sont pas à compétition à armes égales. Donc à un moment, même en gardant un marché relativement ouvert, il faut s'aligner sur ce que les autres grandes puissances font pour jouer à armes égales et que nos industriels puissent être compétitifs par rapport aux industriels des autres grandes puissances. Et enfin, encore une fois, la maîtrise de la demande de métaux. Si vous faites des petits véhicules électriques, vous pourrez en faire davantage avec une même quantité de métaux que des gros véhicules électriques. Voilà, j'ai fini. Bon, ça je l'ai dit. Deux éléments de conclusion importants quand même. Quand on parle de transition énergétique, évidemment, il y a des choses qui vont passer pour de la contrainte. Si on dit aux gens qu'il faut prendre davantage de transports en commun plutôt que la voiture, c'est vrai que ça peut paraître pénible. Si on dit que oui, il va falloir acheter une petite voiture plutôt qu'une grosse, oui, ça peut être pénible. Mais le but, c'est évidemment pas de contraindre la population. Ça va être de préserver les services rendus par les combustibles fossiles dans un contexte où, du fait de leur épuisement et du réchauffement climatique, il va falloir se sevrer des combustibles fossiles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment expliquer à la population. C'est que soit on anticipe, et pendant qu'on est encore relativement riche, on investit par exemple dans des transports en commun, etc. On préserve le service de transport. Soit on refuse en se disant ouais, hors de question que j'ai une contrainte à court terme, ok. Mais par contre, quand le pétrole deviendra trop cher pour que les gens roulent avec, on n'aura plus les moyens de faire les transports en commun. Donc là, ce sera vraiment de la perte sèche de mobilité, par exemple.
Et enfin, atteindre la neutralité carbone, c'est au moins autant un défi de société que d'ingénierie. Évidemment, il y a plein de choses à concevoir, des dispositifs à améliorer dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, dans le stockage, dans le système énergétique, etc., dans les transports en commun, enfin dans tous les domaines. Mais c'est quelque chose qui doit être pensé à l'échelle de la société et ça implique souvent des nombreuses organisations pour pouvoir. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous remercie pour cette présentation. Donc on va maintenant passer à une phase de questions-réponses. Des micros vont circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. On va s'asseoir juste à côté. Donc, on m'entend ? Oui. Vous avez parlé de sortie planifiée et de décarbonisation des transports. Concernant nos mobilités, il y a un objectif de interdire la vente de véhicules à moteur thermique d'ici 2035. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Et aussi, concernant tous les changements sur ce sujet, est-ce que vous pensez qu'ils seront plus efficaces par l'action individuelle ou par la réglementation et les lois ? Bonne question. En fait, je pense qu'il ne faut pas se poser la question sous l'angle est-ce réalisable ou non, parce qu'en fait, si on se pose la question sous cet angle en 2045, ça ne le sera pas, parce que si on veut avoir toujours des gros véhicules et que tout le monde fasse tous ces transports en véhicules particuliers, ça va être très compliqué. En fait, à un moment, il faut se dire, voilà, on a un budget carbone pour respecter nos objectifs à ne pas dépasser de réchauffement climatique. On le décline dans les secteurs et on fixe une date butoir à un moment. Et après, par contre, ce qu'il faut, c'est se donner les moyens de pouvoir atteindre cet objectif dans les meilleures conditions. Donc, il ne suffit pas de poser un objectif de fin des véhicules thermiques neufs, parce que même en 2040, il y aura toujours des véhicules thermiques. Hein. Les voitures qui ont été vendues avant, elles continueront de rouler. Il ne s'agit pas de juste mettre un objectif. Ça veut dire qu'en parallèle, il faut investir massivement dans les transports renouvelables, dans la production des véhicules électriques, dans tous les sujets que j'ai cités. Évidemment, si on se contente de mettre l'objectif sans rien faire d'autre, ça passera pas. Et à un moment, en fait, il y aura une perte sèche de mobilité pour les gens dans un contexte où on n'aura pas réorganisé la société et les activités pour qu'ils puissent se passer de cette mobilité. Donc, on aurait pu dire 2033 ou 2040, mais fondamentalement, le problème, c'est pas 2035. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut mettre un objectif à une date et après décliner des moyens pour rendre cet objectif réaliste. Et la deuxième partie de la question, c'était sur... Est-ce que vous pensez que les changements ils seront plus efficaces ? Les deux, en fait. Disons que le politique ne sera jamais à l'avant-garde pour prendre des décisions. En fait, on peut voir la société comme un système à trois corps. Vous avez la population, les politiques élus et les entreprises. Et ces trois systèmes se tiennent. C'est-à-dire que le consommateur va jouer sur les industriels. Si on n'achète pas quelque chose, l'industriel va faire faillite. Ça peut arriver. Par exemple, le FlyXcam, le refus de prendre l'avion a entraîné la fermeture d'un aéroport en Suède. Et si les gens ne consomment plus de quelque chose, par exemple parce que ça passe de mode, ceux qui produisaient ça arrêtent. Et l'industriel va aussi jouer sur les consommateurs via la publicité en les incitant. Un industriel, une entreprise, c'est un outil. C'est pas immoral, c'est amoral. C'est-à-dire que sa fonction, c'est de valoriser ses actifs et de faire des bénéfices. C'est tout. Si elle s'intéresse à l'environnement, c'est pas parce qu'elle s'intéresse à l'environnement, c'est qu'elle pense qu'elle va gagner un avantage réputationnel qui va lui permettre de valoriser ses actifs ou de faire des bénéfices. Donc, en fait, attendre d'une entreprise qu'elle prenne en compte le changement climatique,
c'est s'exposer à être déçu parce que ça n'arrivera pas. À part une entreprise qui va se créer vraiment sur quelque chose qui va se créer à la base sur quelque chose qui est porteur. Mais si on veut qu'une entreprise bouge, en fait, il faut lui mettre un cadre dans lequel elle va devoir évoluer d'une certaine manière. Donc de la réglementation et des incitations fiscales, alors incitations ou taxes, pour qu'elle évolue dans un domaine où elle va devoir prendre en compte certaines contraintes. Prenons l'exemple des constructeurs automobiles. Si demain, vous avez un constructeur qui dit, bon, effectivement, le changement climatique, c'est un vrai problème, moi, je vais arrêter de faire des gros véhicules, je fais plus que des petits véhicules qui consomment peu et des petits véhicules électriques. Si les gens ils veulent acheter des SUV, en fait, ce constructeur, il fait faillite. Donc, en fait, si on veut que la situation évolue, c'est pas de Renault, Stellantis, etc., qu'il faut attendre l'initiative, c'est du pouvoir politique qui doit mettre des règles pour tout le monde en disant, maintenant, pour tout le monde, vous n'avez plus le droit de faire ça. Et là, tout le monde doit jouer selon ces règles-là. Par contre, là où les industriels doivent quand même être assez intelligents, c'est que ils devraient faire suffisamment de prospective pour voir un peu vers quel monde on se dirige et éviter de bloquer ces évolutions-là. Alors que souvent, ils s'opposent en fait à ça. Et entre le politique et la population, c'est la même chose. Le lobby le plus fort pour un politique, c'est pas une entreprise, hein, c'est pas Total ou je sais pas quelle entreprise, c'est l'électeur. Le politique agit en fonction de ce qu'il pense être la conviction de son électorat. Et là, j'ai deux exemples précis en tête, alors que je ne citerai pas, une députée française et un eurodéputé, français aussi, mais eurodéputé, qui m'ont dit tous les deux la même chose, mais en fait, c'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est mon électorat. Et il y a plein de politiques. En fait, si on élit des députés et qui sont en commission, c'est-à-dire qu'ils ne votent pas sur tout et n'importe quoi, commission de défense, commission des affaires économiques, etc., c'est parce que comme ça leur permet de creuser des sujets. Ils ont une armée de fonctionnaires derrière qui déblayent, qui leur donnent de l'information. Et normalement, ils ont un niveau d'information qui leur permet de prendre des décisions que leur électorat n'aurait pas pu prendre parce que tout le monde n'a pas la capacité, le temps de se renseigner sur tout. Mais vous avez des politiques qui se disent, oui, mais en fait, moi, je vais essayer de voter comme si je faisais un mini référendum virtuel à ce moment-là. Que pense mon électorat? Et le meilleur moyen de servir mon électorat, c'est de voter comme mon électorat voterait, sans tenir compte du fait que c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Donc en fait, si on veut, et j'en arrive à la réponse à la question, après ce long détour, si on veut que le système évolue, il faut non seulement que la population soit consciente du problème, mais il ne suffit pas que la population soit juste pas climato-sceptique au premier degré. Il faut qu'elle comprenne l'origine du problème. Donc le climat, par exemple, ça va un problème de plastique, etc. C'est un problème de gaz à effet de serre, et gaz à effet de serre, un problème de combustibles fossiles. Et qu'elle attende des mesures qui vont dans le bon sens. Parce que si la population est juste préoccupée par le climat, le politique va beaucoup parler de climat, et en parallèle, si la population veut des gros SUV, qu'on ne l'embête pas avec sa chaudière à fioul, etc., le politique ne l'embêtera pas avec son SUV, sa chaudière à fioul. Donc il faut que la population soit bien consciente des enjeux pour attendre du politique des mesures. Et donc ça nécessite de l'éducation. D'accord, merci beaucoup. Mais par contre, pour pouvoir cranter des évolutions, en fait, les petits gestes, on ne peut pas attendre que toute la population se sensibilise à ça. Par contre, si un certain nombre de personnes changent leur comportement, après, ça peut permettre aussi aux politiques de cranter ça via une loi. Et là, on emporte après tout le reste de la population. Donc, les deux systèmes se tiennent. Bonjour Monsieur Cordier, déjà merci pour votre conférence. Vous avez parlé au début de la conférence des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie quant au déphasage de la demande par rapport aux objectifs de neutralité carbone. Et vous avez dit par contre que les investissements dans les énergies fossiles, eux, étaient en phase. Est-ce que vous pensez du coup que ça ne sert à rien de faire pression sur les banques et les acteurs des énergies fossiles pour qu'ils diminuent ces investissements s'ils sont déjà en phase? C'est une bonne question. Ça dépend de quels sont vos objectifs. Pour le climat, il faut arrêter d'investir dans les combustibles fossiles. Ça c'est sûr, parce que il faut atteindre la neutralité carbone entre 2050 et 2070 au niveau mondial, 2050 au niveau français et européen. Par contre, si on ne veut pas que ça se fasse par de la pénurie, il va vraiment falloir accélérer
sur les alternatives enfin, la transition énergétique en fait. Quand je dis alternative, c'est au sens large, hein, économie d'énergie et puis énergie alternative. Après, si on ne va pas suffisamment vite et qu'on veut éviter la pauvreté, bah là il reste des investissements à faire. Mais en ayant aussi à l'esprit que ces investissements-là sont de moins en moins rentables. Et c'est aussi pour ça que les industriels du pétrole investissent de moins en moins. Vous avez des rendements décroissants des investissements, c'est-à-dire que pour une quantité d'investissement dans l'amont, ils trouvent de moins en moins. Donc vu qu'ils trouvent de moins en moins, ils investissent de moins en moins. Donc de toute façon, le système accélère. Donc si on ne fait pas suffisamment d'efforts en décarbonation, il va quand même y avoir une voiture balai à un moment. Donc moi, je suis assez partagé là-dessus. Je ne partage pas forcément en fait, la vision de pas mal d'ONG qui se concentrent énormément, notamment sur Total. Enfin, il y a des choses à reprocher à Total, évidemment, mais si les gens achètent un SUV et vont acheter leur baguette avec un SUV, c'est pas le problème c'est pas la faute de Total. Le problème, il est pas là. Et puis même admettons que Total dise bon, j'arrête de vendre du carburant ou je mets la clé sous la porte. De toute façon, c'est pas le seul pétrolier au monde, donc le pétrole, il y en aura. Par contre, à un moment, si on veut pouvoir décarboner, il va falloir se confronter au dur du sujet. Taper sur Total, c'est facile en fait. De toute façon, en plus, ils répondent pas. Mais si le dur du sujet, ça va être d'aller expliquer à la population les problèmes de changement climatique, les problèmes d'épuisement des combustibles fossiles, et expliquer qu'on va devoir faire évoluer nos modes de consommation. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi, pénible au possible, mais compliqué en plus, parce que bon, là, enfin, intervenir dans des écoles d'ingénieurs, ça je le fais souvent, c'est facile. Intervenir dans des lycées, dans des collèges, comment est-ce que vous allez toucher, je sais pas moi, des personnels médicaux qui font des horaires pas possibles, qui au mieux vont s'informer en regardant le JT quand ils sont crevés en fin de journée après avoir fait leurs 12 heures. Bah là, il y a une vraie question. Et qui, si vous prenez les personnels médicaux, pas paramédicaux, en plus ont des bons salaires, donc vont vouloir le dépenser. Donc en fait, il y a la question de l'offre, c'est une question, mais je pense qu'on accorde trop d'importance à l'offre par rapport à la demande. Et pour nuancer un peu ça, le problème c'est que vu qu'on n'accorde actuellement pas d'attention à la demande, si on accorde, on peut aussi espérer de se sevrer des fossiles en essayant de tarir l'offre, mais dans ce cas-là, ça va être... donc c'est un moyen aussi de se sevrer des fossiles, mais il faut avoir conscience que ce sera plus violent. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question concernant les réserves prouvées de pétrole sur la partie donc, limitation de la disponibilité de l'énergie fossile. Vous n'avez pas beaucoup abordé, je pense, tout ce qui est pétromonarchie, Moyen-Orient. Quand on regarde l'évolution de leurs réserves prouvées à travers le temps, elle varie extrêmement peu. On peut penser, sans trop se mouiller, je pense qu'il y a du mensonge, que ce soit avec le système de l'OPEP ou pour vendre plus. Ce manque de données et de fiabilité, à quel point vous pensez que c'est important ou à quel point vous pensez que c'est, comment dire, ça peut fausser les prédictions ou être un enjeu? C'est une excellente question et c'est un enjeu effectivement majeur. Donc quelques éléments sur l'OPEP. L'OPEP, c'est un cartel officiellement. Hein, c'est pas une insulte de dire ça. C'est une organisation de pays qui se coordonne pour pouvoir réguler le prix du pétrole au niveau mondial. Le fonctionnement de l'OPEP est le suivant. Ils définissent des quotas au niveau de l'OPEP et ces quotas sont répartis ensuite au prorata des membres de l'OPEP en fonction de leurs réserves déclarées. Donc évidemment, vous n'avez pas du tout intérêt à déclarer des réserves faibles. Je vous ai montré les réserves tout à l'heure de la Norvège. Je ne sais pas si vous avez fait attention, donc il y avait les extractions, mais il y avait aussi les réserves. La Norvège, ce n'est pas un pays de l'OPEP. Tous les ans, normalement, vos réserves vont évoluer à la hausse avec vos découvertes, à la baisse avec vos extractions. S'il y a plus de découvertes que d'extractions, la réserve augmente. S'il y a plus d'extractions que de découvertes, la réserve diminue. Et si vous regardez la Norvège, on voit qu'en fait, ça fait une cloche. Les pays de l'OPEP, les profils de réserve ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont stables et ils augmentent de façon brutale et ils sont stables et ils augmentent. C'est-à-dire que tous les 10 ans, 15 ans, enfin peu importe, il y a un pays qui se dit bon bah voilà mes réserves sont plus suffisantes, paf ils les augmentent, mais il n'y a pas une évolution d'année en année et vous n'avez jamais de déclin. Et un exemple caricatural de ça,
c'est le Venezuela sous Chavez, qui s'est dit je veux les premières réserves mondiales, parce que ça, en plus ça donne un poids politique au sein de l'OPEP. Donc il a mis tout et n'importe quoi dans ses réserves, notamment les ultra lourdes ceintures de l'Orénoque, qui sont extrêmement difficiles à exploiter. C'est un peu comme les sables bitumineux canadiens, sauf que c'est pas le Canada, c'est le Venezuela. Et donc les réserves déclarées vénézuéliennes sont un chouïa au-dessus du Venezuela. Enfin, globalement, ils ont dit plus 1, quoi. Et par contre, maintenant, si vous regardez les estimations des réserves vénézuéliennes par l'industrie pétrolière, elles sont quasi nulles. Alors, ils ont des trucs dans leur sous-sol, sauf que en termes de stabilité politique, de qualité des pétroles qu'il y a, etc., c'est très difficilement exploitable dans la situation actuelle. Donc attention, quand vous regardez des rapports publics, typiquement les rapports de l'AIE, etc., les réserves que vous voyez, ce sont des réserves déclarées politiquement. En plus, bon, ce sont que les réserves 1P, donc, mais ça veut pas dire grand-chose. Et les données sur les combustibles fossiles en général, pétrole, gaz et charbon, ce sont des données qui ne sont pas publiques. Et donc il est très difficile d'avoir des données là-dessus. En fait, des boîtes comme Total, Exxon, BP, comment est-ce qu'ils font? Ils achètent des bases de données à des entreprises dont c'est le métier, donc Wood Mackenzie, HS Markit, Rystad, pour citer les 3 principaux, qui font du renseignement, qui font de la reconstruction avec des géologues des réserves du sous-sol des différents pays, sous différentes hypothèses. Et ces boîtes-là, qui achètent plusieurs millions, les compagnies pétrolières qui achètent pour plusieurs millions ces bases-là, après les confrontent et ça leur permet d'estimer un peu ce que les autres ont dans leur sous-sol et ça leur permet de faire leurs éléments de prospective. Par contre, ce qu'ils vont publier gratuitement, c'est clairement pas fait avec ces outils-là. C'est fait avec les outils publics, enfin avec les données publiques. Donc ça n'a qu'une valeur limitée. Donc typiquement, quand vous regardez les rapports de l'AIE, par exemple, tout ce qui concerne le passé sur le pétrole, ça c'est indiscutable et c'est hyper intéressant à regarder. Tout ce qui concerne la prospective sur le pétrole, c'est à prendre avec beaucoup plus de pincettes. Parce qu'il y a des choses qui auront été, qui sont des résultats d'analyse qui sont faits avec des données propriétaires. Il y aura des choses, par exemple, quand ils vous annoncent les réserves, que ce sont les annonces des réserves déclarées politiquement. Donc, et d'ailleurs, c'est toute la difficulté. En France, on n'a plus vraiment ce conseil, ce niveau d'information. À l'origine, c'était IFPEN qui avait le rôle de conseil aux autorités en termes d'approvisionnement pétrolier. Aujourd'hui, ils se sont beaucoup diversifiés dans d'autres domaines, notamment l'énergie nouvelle, la mobilité électrique, etc. Il y a eu un gros désinvestissement des études sur la prospective pétrolière. Or, tant qu'on consomme du pétrole, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, en fait, les pays consommateurs sont assez démunis là-dessus. Et contrairement aux pays producteurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Royaume-Uni, il y avait beaucoup plus d'efforts qui étaient faits pour sortir des combustibles fossiles. Du temps de Boris Johnson, qui pas un grand écologiste, il avait annoncé, alors je ne sais plus s'ils l'ont fait finalement, mais la fin des chaudières à gaz et à fioul, je ne sais plus si c'était pour les logements neufs, enfin peu importe. S'il fait ça, ce n'était pas pour le climat. C'est parce que lui, il voit que les réserves, enfin les extractions carrément du Royaume-Uni sont en chute libre. C'était un pays exportateur, c'est devenu un pays importateur, ça leur coûte de plus en plus cher. Et donc, il voit que c'est un problème. Par contre, en France, nous, on est anesthésiés parce que du gaz et du pétrole, ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Du gaz, on en a eu un peu à une époque. Du pétrole, on n'en a jamais vraiment eu. Donc, en fait, tout ce qui se passe comme ça au niveau international sur le gaz et le pétrole, on reste quand même assez éloigné de tout ça. Je crois qu'il reste malheureusement plus beaucoup de temps pour le reste des questions. Désolé, je suis un peu trop long. Pas de souci. En tout cas, on vous remercie chaleureusement d'être venu à l'ENSTA pour cette conférence et pour toutes vos réponses. Merci beaucoup à vous. Et on vous remercie aussi d'être venus. On espère vous voir nombreux aux prochaines conférences de l'Indian Insta Paris l'année prochaine. Bonne soirée.